Merci beaucoup, merci pour cette invitation qui nous réjouit. Le livre de Christophe Pébart, donc effectivement en librairie tout à l'heure, mais il y a un petit problème de quantité, il y en a très peu. Donc le libraire est disposé à prendre vos commandes et à réparer ce problème technique de logistique. On est dans un monde où la logistique, je pense que vous avez remarqué, ne suit plus beaucoup. C'est d'ailleurs intéressant de réfléchir à cela, mais c'est un peu loin de notre sujet. Alors, on avait envie d'appeler cette... On a beaucoup réfléchi sur le titre, les sous-titres, etc. Mais on avait envie d'appeler cette soirée démocratie, le mot, la chose. Le mot et la chose. On va effectivement, dans la première partie qui a été décrite par Laura, essentiellement parler du mot démocratie. On va parler grec et on va parler des mots, des maladies, des pathologies, des difficultés, des problèmes de la démocratie dès le premier moment. Et ensuite, on le fera évidemment dès la première partie, mais dans la deuxième partie, on va aller plus vers la chose elle-même. Est-elle possible pour nous? Est-ce que cette chose existe? Donc vraiment c'est ça. Le mot, la chose, les mots, les choses, les pragmata aussi, les affaires, la réalité, la question de la réalité. Et on est pile en fait, me semble-t-il, ça c'est notre côté bons élèves, dans le sujet des écritures du réel. C'est le titre du festival, sauf erreur de ma part. C'est vraiment la question de l'écriture, du langage et de l'écriture du réel, de la chose, de ce qui est et ce qui existe. Donc on est véritablement au cœur de cette problématique. Ce qu'on fait devant vous aujourd'hui, en fait, c'est un troisième acte. C'est l'acte 3 d'un cycle qui a commencé en Corse, près de Bastia, récemment, je vous la date, mais peu importe, et qui s'est poursuivi à Bordeaux, à la librairie La Machine à lire, et qui va se poursuivre au moins jusqu'à l'automne et probablement au printemps prochain, en France et à l'étranger. On a déjà beaucoup de dates, je vous épargne là la liste des dates. Ce qu'on fait dans ce cycle, tous les deux, c'est qu'on tente une histoire et une philosophie, puisque Christophe Pébart est historien et je suis philosophe, mais on a affaire à un historien que je pense être un philosophe également. Donc on fait moi par contre je ne suis pas historienne, mais je fais de l'histoire de la philosophie, ce qui donne évidemment quelques compétences dans la question de l'histoire et de l'historicisme. Histoire et philosophie démocratique de la démocratie. Voilà ce qu'on essaie de faire. Il essaie de produire ici une histoire démocratique de la démocratie. C'est assez nouveau, on va voir pourquoi. Et de mon côté, j'essaie, avec d'autres philosophes, de produire une philosophie démocratique de la démocratie. C'est en réalité très difficile car c'est très rare. Je vous donnerai quelques éléments évidemment là-dessus au cours de la discussion. L'arrière-plan, le projet de ce cycle, c'est un livre qu'on voudrait faire à quatre mains, tous les deux. Un livre d'échange, de dialogue, on ne sait pas encore sous quelle forme il aura lieu, mais il sera signé de nos deux noms sur la démocratie. Voilà, donc on est embarqué dans ce beau projet. Je suis vraiment très heureuse d'être ici et je vais laisser la parole à Christophe pour qu'il nous introduise au premier texte. Bonsoir à toutes et à tous. Les échanges qu'on va avoir tous les deux vont être rythmés par des lectures. Alors normalement, ces lectures devaient être faites par quelqu'un qui avait préparé les textes, mais voilà, il a un petit problème de santé, rien de grave, mais c'est moi qui vais les lire, donc vous me pardonnerez de ne pas être un acteur professionnel, donc je vais essayer de faire au mieux, mais voilà, c'est pas mon métier de lire des textes devant un public. Alors on va commencer, et pour introduire cette première partie de nos échanges, consacrée donc au mot M-O-T-S et au mot M-A-U-X de la démocratie, par essayer de comprendre pourquoi la question des mots est si centrale et pourquoi il faut y accorder autant d'importance. Alors pour introduire cette réflexion, nous avons choisi, Barbara et moi-même, de commencer par lire un extrait de Victor Klemperer, d'un livre connu qui s'appelle LTI, langue du Troisième Reich, en latin. Donc Victor Klemperer est un philologue, il est juif, mais il est marié à une Aryenne, donc il va passer toute la période nazie en Allemagne,
Et donc il va noter, en philologue, il va s'intéresser à cette langue nouvelle qu'il commence à adopter, et il va inscrire toutes ces notations dans un journal, et il va ensuite en faire un livre qu'il va publier en 1947 et qui s'appelle donc LTI. Mais si ça vous intéresse, vous avez donc LTI et aussi son journal, hein, ces deux gros tomes passionnants si vous voulez comprendre ce que c'est que le nazisme au jour le jour, hein, quotidiennement, et comment ça rentre dans la vie de tout le monde, et quel type de résistance il peut malgré tout y avoir. Enfin, c'est un ouvrage assez fascinant, parce que ça rend les choses très concrètes. Hein. C'est pas une dictature qu'on pointe de loin, c'est une dictature concrète dans la vie de tous les jours. Hein. Comment l'espace public et même l'espace privé est envahi de politique et de cette nouvelle société qui se met en place. Donc là, on va regarder l'aspect plus philologique qui concerne donc les mots et le langage. Donc je lis un petit peu de Victor Klemperer, c'est au début, hein, de LTI. Quel fut le moyen de propagande le plus puissant de l'hitlérisme? Était-ce les discours isolés de Hitler et de Goebbels, leurs déclarations à tel ou tel sujet, leurs propos haineux sur le judaïsme, sur le bolchevisme? Non. Incontestablement, car beaucoup de choses demeuraient incomprises par la masse, ou l'ennuyaient, du fait de leur éternelle répétition. Combien de fois dans les restaurants, du temps où, sans étoiles, j'avais encore le droit d'y entrer, combien de fois à l'usine, pendant l'alerte aérienne, alors que les Aryens avaient leur salle à eux et les Juifs aussi, et c'était dans la pièce aryenne que se trouvait la radio, et le chauffage et la nourriture, combien de fois n'ai-je pas entendu le bruit des cartes à jouer qui claquaient sur la table, et des conversations à voix haute au sujet des rations de viande et de tabac et sur le cinéma, tandis que le Führer, ou l'un de ses paladins, tenait de prolixes discours, et après, on lisait dans les journaux que le peuple tout entier les avait écoutés attentivement. Non, l'effet le plus puissant ne fut pas produit par des discours isolés, ni par des articles ou des tracts, ni par des affiches ou des drapeaux. Il ne fut obtenu par rien de ce qu'on était forcé d'enregistrer par la pensée ou la perception. Le nazisme s'insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s'imposaient à des millions d'exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. On a coutume de prendre ce distique de Schiller qui parle de la langue cultivée qui poétise et pense à ta place dans un sens purement esthétique et pour ainsi dire anodin. Un vers réussi dans une langue cultivée ne prouve en rien la force poétique de celui qui l'a trouvé. Il n'est pas si difficile dans une langue éminemment cultivée de se donner l'air d'un poète et d'un penseur. Mais la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place, elle dirige aussi mes sentiments, elle régit tout mon être moral, d'autant plus naturellement que je m'en remets inconsciemment à elle. Alors je vais interrompre ici l'analyse, mais pourquoi ce texte nous a paru intéressant? C'est parce que, au fond, il nous met sur une piste de réflexion, qui est que de la même manière que le nazisme existe par les mots, le lexique, la syntaxe qu'il crée et qu'il impose, notre idée est que la démocratie existe ou n'existe pas. Mais lorsqu'elle existe, elle existe dans des mots et dans une syntaxe particulière. Et donc notre recherche ici, à partir de l'Antiquité, va consister à nous demander quels sont les mots, la syntaxe de la démocratie avec un arrière-plan. Évidemment, la question de savoir si cette syntaxe, ces mots, nous les retrouvons dans notre propre société. Hein. Vous comprenez évidemment que l'arrière-plan, c'est de réfléchir aussi sur nous-mêmes et pas simplement sur de plus anciens que nous. Et je passe maintenant la parole à Barbara. Oui, merci. Et je m'aperçois que tu as déjà répondu à ma première question. Puisque c'était sur Klemperer que je voulais t'interroger sur pourquoi tu as choisi de lire ce texte pour ouvrir cette soirée qui parle de santé et qui parle d'Athènes. A priori, on n'est quand même très loin du sujet. En réalité, oui, il y a cet enjeu de lexique, il y a cet enjeu de syntaxe, de langue, de politique par la langue, et c'est effectivement ça qui va nous occuper dans un premier temps. Il y aura un effet d'écho sur Klemperer, puisque pour ceux qui l'ont lu et ils le savent, Klemperer a été une référence structurante de notre tract de la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation, que nous avons écrit sous l'égide de Klemperer. Je dis nous, car c'est un texte qui est signé de moi, mais qui en était largement collectif. Et d'ailleurs, c'est Christophe qui m'a soufflé la nécessité d'inscrire Klemperer dans ce tract. Donc tout ça est cohérent. L'absence de Sandra Lucbert, que nous regrettons, est aussi liée à cette omniprésence de Klemperer aujourd'hui chez beaucoup d'écrivains ou d'essayistes,
puisqu'elle fait partie des gens qui, comme nous, travaillent à partir de la référence temporaire. Alors, je vais directement à la deuxième question. Et je vais reprendre ce que tu viens de dire sur la langue, peut-être par la chose la plus simple. Tu parles d'une syntaxe démocratique. Je pense que c'est plus compliqué de comprendre cela que de commencer par le lexique. Je pense que tout le monde peut comprendre que la question de la langue, c'est aussi un ensemble de mots. C'est un vocabulaire, un lexique. Là, en l'occurrence, ce sont évidemment des mots grecs. Donc on va commencer par là et on essaiera de comprendre petit à petit cette affaire de syntaxe. Pour être très honnête, moi-même, je n'ai pas encore tout envisagé sur cette histoire de syntaxe, donc j'ai moi-même besoin que tu m'éclaires sur cela. Donc commençons par le commencement et peut-être le plus simple. D'abord, démocratie, c'est un mot, tout le monde le sait, qui vient du grec. Quand j'interroge les étudiants sur l'étymologie de démocratie, pratiquement, une bonne partie d'entre eux savent que c'est du grec. Avant de le décomposer, puisqu'il est composé de deux mots, on va parler de démocratia. Alors, détail assez cocasse, on ne sait même pas comment se prononce dans le champ académique, dans les colloques, dans la langue des universitaires, on ne sait même pas trop comment se prononce démocratia, si on dit démocratia ou démocratia, et je trouve ça très drôle parce que ça montre à quel point on n'en parle pas. C'est-à-dire, dans les colloques des historiens de l'Antiquité, au fond, en tout cas en France, mais même à l'étranger, puisque tu vas bien sûr dans des colloques internationaux, finalement, ce n'est pas un mot extrêmement mentionné, quoi. Démos, oui, Kratos, bien sûr, mais démocratia, démocratia, alors on devrait dire, donc c'est la prononciation usuelle normalement, enfin, la prononciation telle qu'elle a été codifiée, on devrait dire démocratia, mais nous trouvons que c'est peu euphonique et que ça nous parle moins, donc on va dire démocratia, si vous voulez dire. Donc ce mot, c'est un mot grec. Est-ce que ça signifie, d'abord, que signifie ce mot? Quand est-ce qu'il apparaît? Le corpus, la périodicité historique, et puis, donc des grands jalons comme ça, on a besoin de savoir, parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, on n'en sait rien. Pour être très honnête, on est très ignorant sur la démocratie athénienne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis, si ce mot est grec, est-ce que ça veut dire que la chose est grecque? Est-ce que ça veut dire que non, elle est dite comme ça en grec, mais qu'elle existe ailleurs, dans d'autres civilisations. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, quand on préparait cet entretien, on a le même problème avec la philosophie. Philosophia, est-ce que c'est une affaire qui commence chez les Grecs et qui n'existe pas ailleurs, ou est-ce que c'est un mot grec pour dire quelque chose qui existe ailleurs? La philosophie chinoise, la philosophie hindoue, etc. Donc, je referme la parenthèse sur philosophia et je reviens à démocratia. Démocratia pour savoir, au fond, d'où vient ce mot et quelle période il couvre et quel corpus littéraire, philosophique, historique. C'est une très belle question. Je vais juste insister d'une phrase sur ce que vient de dire Barbara, puisqu'on le développera un peu plus loin, mais il est très important de garder à l'esprit cette distinction entre le lexique, les mots qu'on utilise, et la syntaxe, c'est-à-dire la mise en forme des mots. C'est une distinction extrêmement importante parce que je pars de l'idée que, au fond, et je suis loin d'être tout seul, que la langue est un fait social. Autrement dit, la structure que nous utilisons en ce moment, la grammaire, si on veut, est directement un reflet de la structure sociale. Alors maintenant, on est tous au courant de comment fonctionne la domination masculine, donc on a tous plus ou moins maintenant une petite expérience de la domination dans les mots et dans la manière de parler, etc. Et comment la structure même de la langue, au fond, reflète ce qui est une structure sociale, c'est-à-dire ce qui est un fait social, à savoir la domination masculine. Donc on garde ça à l'esprit, parce que c'est très important. Donc s'il y a une société démocratique, on doit trouver non seulement un lexique, bien sûr, démocratique, mais également une syntaxe, c'est-à-dire une mise en forme du monde en mots qui correspondent à cette structure sociale démocratique. Et si c'est pas ce qu'on trouve, alors on a de bonnes raisons de s'inquiéter sur la nature de la structure sociale étudiée ou analysée. Alors maintenant, j'en viens aux mots, des mots kratia. Alors pourquoi c'est intéressant de s'y intéresser? Parce que nous vivons dans un monde dans lequel, au fond, nous avons déjà un programme démocratique. On s'est un petit peu amusé, je pense que tout le monde l'a compris en parlant d'acte 3, puisque ça faisait référence aux Gilets jaunes, je pense que tout le monde l'a bien compris. Les Gilets jaunes ont dit on veut plus de démocratie. Ils ne sont pas restés sur des ronds-points en disant qu'est-ce que c'est que la démocratie, même s'ils ont aussi réfléchi à ce que ça pouvait impliquer. Mais ils avaient déjà un
programmes en tête, des idées de ce qu'on pouvait faire, le référendum, enfin bref, il y a toute une série d'éléments, le tirage au sort, bref, ils ont un programme, et ensuite ils confrontent ce programme à la réalité qu'ils ont sous les yeux, et ils ou elles décident si ça correspond ou non à la démocratie, s'ils en veulent plus, s'il y en a trop, pas assez, etc. Dans le cas qui nous intéresse, ça, eh bien, il faut l'oublier, c'est-à-dire que les Athéniens, au fond, inventent quelque chose qu'ils n'ont pas conceptualisé au départ. C'est-à-dire qu'ils deviennent, ils construisent, ils élaborent une démocratie sans le mot. Autrement dit, pour reprendre notre sous-titre, la chose commence avant le mot. Autrement dit, ils inventent le mot démocratie pour dire ce qu'ils ont fait, pas ce qu'ils vont faire ou ce qu'il faudrait faire. C'est donc, vous le voyez, dès le départ, une caractérisation réflexive. C'est regardons ce que nous avons fait et comment on peut le nommer, quel nom on va lui donner, puisque ça ne ressemble pas à ce que font les autres. Donc vous voyez que démocratie, ça sert pour les Athéniens aussi bien à se distinguer, nous ne sommes pas comme les autres, nous sommes une démocratie, pas les autres, donc il y a un effet de distinction, mais également un effet réflexif qui fait qu'il s'agit bien de dire, puisque ce n'est pas comme les autres, il faut qu'on trouve un nom qui correspond à ce que nous avons inventé. Donc si vous voulez, l'idée de base, c'est qu'il y a un décalage entre la mise en œuvre en pratique de quelque chose qu'on va appeler démocratie et le moment où ils parviennent à ce qu'on pourrait appeler une conceptualisation. Alors, évidemment, la première méthode pour savoir quand le mot apparaît, eh ben, c'est de chercher dans les documents et d'essayer de trouver la plus ancienne attestation. C'est comme ça qu'on fait. En plus, maintenant, c'est fastoche, puisque tout ça est numérisé, donc on met le mot, poup, et puis on a le... si je m'intéresse au mot tout seul, on va faire un tout petit peu de chronologie, je ne vais pas vous embêter, mais juste pour que vous compreniez. En gros, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, je rappelle qu'on compte à ce moment-là les années à l'envers. Donc, le 5e siècle, pour nous, en gros, il commence en 510 avant Jésus-Christ. Et mon 5e siècle à moi se termine en 403 avant Jésus-Christ. Donc, en gros, vous avez une première période autour de 510-508, donc à l'extrême fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui est vraiment la mise en œuvre des premières grandes institutions démocratiques sur lesquelles on reviendra un peu plus loin. Et là, cette conceptualisation, du moins le mot, lui, il apparaît dans les années 420. Donc, vous voyez, vous avez 60 à 70 ans d'écart entre la première attestation pour nous du mot et la mise en œuvre concrète, la chose. Donc vous voyez, ça fait un écart quand même assez significatif. Alors, ceci étant dit, nous avons malgré tout dans des pièces de théâtre, donc dans des tragédies d'Échille, donc le premier grand poète tragique qui est conservé jusqu'à nous, nous avons des signes qu'ils essayaient quand même de comprendre ce qu'ils étaient en train de faire. Et leur premier problème, c'est évidemment d'identifier le groupe qui gouverne. Et comment on va le nommer. C'est ça leur première difficulté. Et, on va y revenir tout à l'heure, il est très probable qu'ils n'ont pas nécessairement tout de suite pris le mot démos pour essayer de désigner qui gouverne. Et on verra tout à l'heure pourquoi. En revanche, première étape, on garde ça en tête, on veut savoir qui gouverne. Voilà. C'est plus, si je reviens à l'étymologie, le démos qui pose problème que le kratos. Voilà. On sait qu'on gouverne, on n'a pas besoin d'y réfléchir trop longtemps, mais qui gouverne vraiment? Voilà. Bon. Et ensuite, lorsque le mot démocratia va être forgé, là c'est un enjeu beaucoup plus vaste, puisqu'en fait il s'agit de commencer à élaborer une typologie permettant de classer les différentes cités. Est-ce qu'elles sont démocratiques? Est-ce qu'elles sont oligarchiques? Est-ce qu'elles sont aristocratiques? Est-ce qu'elles sont monarchiques? Et vous voyez que tout notre vocabulaire de philosophie politique vient des Grecs et vient de ce moment-là. C'est à ce moment-là que tout se met en place. Mais vous le savez sûrement, c'est une idée assez majeure en sciences sociales, la réalité, elle est relationnelle, c'est-à-dire tout se met en place. Donc quand on invente le mot démocratie, c'est parce qu'on invente tous les autres mots qui vont avec. Et donc, on va dire, eh ben, il y a les endroits où c'est le démos qui a le pouvoir, les endroits où c'est un petit groupe, oligarchie, les endroits où c'est une aristocratie, aristoi en grec, les meilleurs, ceux qui sont bien nés. On n'a pas vraiment, si ça existe, le mot est plutocratie, les plus riches. Donc vous voyez, on a toute une série de vocabulaires qui montrent bien que ce n'est pas Kratos qui est le plus réfléchi, mais bien l'identité du gouvernant, le groupe qui gouverne. Ce qui veut dire que nécessairement, juste en dessous, on a aussi l'idée de qui gouverne, qui est gouverné.
en grec, cette alternance entre l'actif et le passif est très importante. Hein, donc qui gouverne et qui est gouverné. Alors ensuite, on peut envisager des vases communicants où on est un jour gouverné, un jour gouvernant, et réciproquement, mais c'est ça qui est extrêmement important. Donc si vous voulez, pour résumer, la démocratie donc, commence avant le mot, et quand on se met à conceptualiser la démocratie, en fait, le projet est beaucoup plus ambitieux puisqu'il s'agit de comprendre comment fonctionnent les cités en général. Qui gouverne, qui a le pouvoir, et vous voyez, pour ceux qui ont une petite connaissance en philosophie ancienne, grecque, vous voyez que là vous avez un petit peu l'humus de la pensée aristotélicienne qui va se mettre en place bien plus tard, un siècle plus tard, et qui vient de là. La deuxième autre idée que je pourrais ajouter, c'est qu'au moment où on forge le mot démocratie, ou du moins on le voit apparaître dans les documents, c'est aussi le moment où on commence à émettre des critiques sur ce régime politique. C'est-à-dire que c'est à la fois pour caractériser, mais c'est aussi pour commencer à formuler des critiques sur la démocratie, et ces critiques, évidemment, vont se focaliser sur le sens du mot démos. Je peux poser une sous-question. Donc, le mot... Ça marche? Vous êtes sûr? Le mot démocratia, là on touche quelque chose, donc je reste sur lui. Il est ambivalent puisqu'il peut être soit péjoratif, des fois on ira même jusqu'à le confondre avec le gouvernement des pauvres, soit il est, enfin je vais peut-être un peu vite là-dessus, mais il y a quelque chose comme ça, soit il est critique, c'est-à-dire c'est un ensemble de problèmes. C'est un ensemble de questions. Donc, bien distinguer le caractère péjoratif, le caractère de condamnation, une belle idée mais impossible, ou une idée intéressante mais dangereuse, et le côté qui nous intéresse et nous plaît, que c'est le début de toute une série de problèmes, d'expériences à faire et de problèmes à surmonter. Une sorte d'atelier permanent de questions et de chantiers. Oui, cette ambiguïté, vous la retrouvez en français, évidemment, avec la question de populaire. Si je dis les livres de Barbara Stiegler sont populaires, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'elle vend beaucoup de livres, qu'elle a du succès auprès du public, ce qui me paraît assez vrai. Donc les livres sont populaires. En revanche, si je parle de culture populaire, vous voyez que tout de suite, ça va s'opposer à culture. On n'a pas besoin de mettre un adjectif, et que ce qu'on appelle la culture, c'est pas du tout la culture populaire. Et donc dans ce cas-là, ou la langue, il y a la langue populaire, c'est évidemment une version dégradée de la langue tout court. Donc vous voyez que l'adjectif populaire en français, il peut servir tout à la fois à dire quelque chose, connoter quelque chose positivement, mais de la même façon, il peut servir aussi à connoter quelque chose de façon négativement, puisqu'il va s'inscrire dans une manière, disons, hiérarchique de lire la société, avec ce qui est de l'ordre du populaire et ce qui n'est pas de l'ordre du populaire. Donc là, la culture, bien entendu, est sans doute l'emblème de ça. C'est-à-dire la culture, si je dis la culture, tout le monde sait ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, plus ou moins, on est d'accord sur ce qu'il y a à l'intérieur. Si je dis culture populaire, vous voyez tout de suite qu'on va parler d'autre chose. On va pas parler de la même chose. Donc ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, on le retrouve. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut résoudre le problème, c'est de savoir celui ou celle qui a inventé le mot démocratia, est-ce que ce mot a été inventé pour dire du bien, qualifier positivement la cité athénienne, ou est-ce que le mot a été inventé d'ores et déjà pour critiquer? Alors, il y a des débats infinis là-dessus, comme vous pouvez vous en douter, les documents du 5e siècle avant Jésus-Christ, on en a, mais pas tant que ça, donc on ne peut pas comme ça être sûr qu'on dispose de l'ensemble du corpus qui nous permettrait de dire c'est vraiment apparu à tel moment, à tel autre moment il s'est passé comme ça, donc nous n'avons pas les moyens de dire ça. Mais en tout cas, on peut dire que rien ne permet de dire que ça aurait été inventé d'abord pour disqualifier le régime, avec l'idée que populaire serait cette fois-ci négatif. C'est-à-dire une cité démocratique, c'est une cité où, ce serait pardon, une cité où le populaire gouvernerait. Le peuple, exactement comme en français. Si je dis le peuple, je peux parler de la communauté politique, le peuple français,
mais je peux aussi parler du peuple pour désigner de basses aspirations. Le peuple est dans la rue, mais ça n'a pas du tout le même sens que si je dis le peuple gouverne en France, c'est le peuple français qui fait la loi, ça n'a pas du tout le même sens que si je dis le peuple descend dans la rue, immédiatement on n'atteint pas les mêmes groupes sociaux. Donc, il n'est pas du tout certain que c'est servi à disqualifier, mais disons que, et on y reviendra à la fin de cette première partie, ce qui est certain, c'est que pendant longtemps, les historiens et les historiennes voulaient à tout prix trouver dans les documents une sorte de traité philosophique sur la démocratie qui soit positif. Parce qu'ils ont remarqué depuis longtemps que la plupart des documents qui sont parvenus jusqu'à nous, à leur avis, sont des documents plutôt hostiles. Pour n'en prendre qu'un seul, Platon. Il suffit d'ouvrir Platon pour vite comprendre que Platon n'est pas un défenseur de la démocratie, et qu'au contraire, il passe son temps à en dire du mal. Et donc on avait ce paradoxe, où il y avait une sorte de popularité du régime, et en même temps des grandes critiques. Alors les historiens, pour résoudre ce problème, ils ont eu cette idée géniale qui était de dire, eh bien finalement, quand on est en démocratie, on parle, on va à l'Assemblée, on discute, on fait des propositions, etc. Et puis, ceux qui ne sont pas contents, ils ne vont pas à l'Assemblée, ils ne vont pas discuter politique avec le bas peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent chez eux et ils écrivent pour dire tout le mal qu'ils pensent de la démocratie. C'était ça l'idée, donc on reste à la maison et on proteste par écrit, on s'adresse aux bien nés ou bien élevés qui vont lire les livres pendant que les autres parlent à l'Assemblée et perdent leur temps. Hein, donc il y a une sorte de mépris comme ça qui était organisé, qui correspond aussi bien à l'idée que nombre d'universitaires se font d'une Assemblée générale. Hein. Parce qu'évidemment, moi, mon premier cours d'histoire, je crois que c'était le premier, l'enseignant qui était dans la salle, il nous a dit, alors, il voulait sans doute faire peuple pour nous faire comprendre, il nous a dit, imaginez un concert des Rolling Stones. C'était comme ça qu'il décrivait l'Assemblée athénienne. C'était à l'endroit où ils font la loi. Si je compare ça au concert des Rolling Stones, immédiatement j'entends du bruit, une sorte de fête généralisée, certainement pas un lieu d'élaboration et de réflexion politique. Donc vous voyez, ma première découverte de la démocratie athénienne, c'est déjà une forme de mise en évidence d'une impossibilité. C'est-à-dire que tout ça c'est bien joli, mais à l'arrivée, ces milliers de personnes réunies, ça n'a pas de sens. Donc la grande difficulté qu'il y a lorsqu'on essaie de travailler sur la démocratie, c'est que précisément, il faut se méfier parfois de soi-même, se méfier de nos réflexes aristocratiques qui nous font aller du côté de la critique et qui nous semblent, au fond, semblent désigner comme évident, sans conteste, le fait que, normalement, ça se critique, la démocratie. Donc, les, entre guillemets, intellectuels doivent plutôt critiquer la démocratie, précisément parce qu'ils sont intellectuels. Et que leur position les met en surplomb par principe, puisqu'ils sont intellectuels, ils en savent plus que les autres. Donc s'ils en savent plus que les autres, il n'y a pas de raison qu'on donne le pouvoir aux autres. Et donc vous voyez bien toute la difficulté qu'il y a à ce moment-là, y compris pour des universitaires, à penser la démocratie et accepter qu'on ait pu en dire du bien, que des intellectuels, pour reprendre le nom, aient pu en dire du bien, alors qu'a priori, il semble aller de soi que par la fonction même qu'ils occupent dans une société, les artistes, les intellectuels doivent plutôt être critiques face à un régime politique qui prétend donner le pouvoir au plus grand nombre. Oui, et là on est vraiment au cœur du problème et ça interroge aussi notre propre rapport, non seulement à la démocratie athénienne, mais à notre propre démocratie, qui, on est dans une situation extrêmement paradoxale, où on est tous prêts, parfois même à descendre dans la rue pour défendre la démocratie, certainement. Voilà, la démocratie comme le seul régime possible, le nôtre, etc. Et puis, en réalité, quand on regarde le travail intellectuel autour de cette démocratie, on vient de parler des historiens, parlons maintenant de la philosophie politique, nous n'avons que des critiques. Une description très lente et méticuleuse de son impossibilité. Alors, c'est pour ça que des philosophes qui font une philosophie positive de la démocratie, on n'en avait quasiment pas. On y reviendra dans la deuxième partie de cette soirée, où j'expliquerai un peu mon parcours par rapport à la question de la démocratie, et c'est ce qui explique notre travail à tous les deux en commun, parce qu'en fait, on aura le plus grand mal à découvrir dans l'histoire de la philosophie, dans la philosophie politique, une théorie positive de la démocratie, et j'égrènerai les grands noms de faux défenseurs apparents de la démocratie. Vous verrez que ça tient quasiment pas très longtemps. En fait. Donc, on est donc dans un moment historique très particulier,
puisqu'on a eu une démocratie athénienne qui a duré pratiquement un siècle. Elle a existé. Un siècle, il faut quand même se rendre compte de l'ampleur de ce phénomène historique. Elle a existé, avec ses problèmes, bien sûr qu'il ne s'agit pas de nier. Elle a existé, et aujourd'hui, nous nous référons par le terme démocratie à cette démocratie qui a existé, tout en étant incapable de penser, notamment philosophiquement, sa possibilité. Et quand effectivement le champ intellectuel s'en empare, c'est plutôt dans une position essentiellement soit de déploration, soit on égrène les impossibilités, etc. Ce qui explique en grande partie, par exemple, pourquoi un mouvement populaire comme celui des Gilets jaunes, qui a posé la question de la démocratie sur les ronds-points et dans les assemblées, a eu tant de mal à rencontrer le champ intellectuel. Pourquoi il y a eu tant de malentendus, ça explique en grande partie les choses. Oui. Oui, juste pour prolonger sur la question des Gilets jaunes, vous voyez, là on retrouve très clairement la question du lexique et de la syntaxe. La chose la plus évidente, quand on écoutait, au début surtout, enfin même pas des représentants, mais des Gilets jaunes sur des plateaux télé, la première chose qui apparaissait, c'était l'écart incroyable entre le lexique et la syntaxe qui était utilisée par les Gilets jaunes et les questions des journalistes ou les réponses des hommes et des femmes politiques qui ont leur propre langage. Mais le simple fait d'avoir sur le même plateau ces deux groupes faisait apparaître qu'ils ne parlaient pas la même langue au sens strict. Et c'est pas juste quelques mots. Mais vous voyez très bien que très souvent, c'est immédiatement interprété au nom du vulgaire, de la grossièreté, etc. C'est-à-dire qu'on dévalorise par principe la parole qui n'est pas formatée dans le langage du pouvoir. Et vous voyez qu'on retrouve là cette même idée. Pour les lecteurs sur la télévision de Pierre Bourdieu, lecteurs et lectrices, vous trouverez la même chose pour 1995 et les événements de décembre, où on a une première émission, où on a un syndicaliste CGT qui crève l'écran, parce que tout d'un coup, tout le monde entend une langue qu'il comprend. Les autres, on ne les comprend pas, mais comme ils parlent tous pareil, on se dit, c'est ma faute. J'y comprends rien, c'est trop compliqué pour moi, vous voyez. Mais si tout d'un coup, vous voyez quelqu'un qui parle votre propre langue, qui donc pense le monde comme vous, et bien tout d'un coup, vous vous dites, mais non, mais c'est peut-être moi qui ai raison, et eux qui se trompent. Et c'est extrêmement défragateur. Donc, je pense que c'est un point extrêmement important, et qui montre bien que cette question de langue, de syntaxe et de lexique est vraiment fondamentale, et que nous sommes tous plongés à l'intérieur, et que lorsqu'on parle politique, on a la tentation première de vouloir parler comme celles et ceux qui nous paraissent les plus légitimes à parler politique. Ce qui nous fait parler leur langue, et donc souvent penser le monde comme ils le pensent, plutôt que de le penser d'une autre manière. Alors, on va avancer dans la question du lexique, et sur ce terme de démocratia, on va prendre les choses dans l'ordre en quelque sorte. En plus, on a vu que ça tombe bien, puisque sur le plan du sens, c'est surtout cela que les Athéniens ont réfléchi, à savoir démos. Qui est le démos? Ce n'est pas du tout facile, en fait, de répondre à cette question. Et je voudrais, pour le livre de Christophe Pébart, en fait, s'ouvre, je crois, son premier chapitre, c'est bien ça, hein, s'ouvre sur l'identité de ce démos, chapitre 1. C'est une question extrêmement retorse. On vient d'en parler avec l'ambivalence du terme de peuple. Le peuple avec sa majuscule ou le peuple plèbe, bon, ça pour le français. Mais sinon, qui est le démos? Est-ce que c'est le grand nombre, beaucoup de gens? Est-ce que c'est le plus grand nombre? Est-ce que c'est la majorité? En réalité, tu t'es livré à tout un travail extrêmement fin en commentant les documents historiques pour montrer que là-dessus, il y a beaucoup d'erreurs. Et ça nous permet, en fait, ça nous renvoie, c'est comme ça que je l'ai lu aussi, à nos errances sur la notion de démocratie. Parce que nous disons très volontiers que nous sommes en démocratie, mais quand on lit ce que démocratie veut dire dans un tel livre, nous découvrons que nous sommes peut-être dans autre chose que la démocratie, à savoir un gouvernement représentatif qui fonctionne avec des représentants, qui passe par le processus de l'élection et la majorité, donc autre chose. Donc, ce que je voudrais te demander, je sais que c'est extrêmement technique et difficile à faire, en plus il y a du tambour dehors à cause du peuple dans la rue, qui nous empêche de réfléchir, insupportable. Et donc, je souhaiterais que tu te livres à cet exploit en moins de 10 minutes, de nous éclairer sur l'identité du démos et ses questions arithmétiques ou pas arithmétiques, tout en montrant comment cela révèle nos incompréhensions sur la démocratie et notre confusion
entre démocratie et gouvernement représentatif, dont on parlera tout au long de la soirée, parce que le gouvernement représentatif, c'est une notion insuffisamment connue, qui est fondamentale pour comprendre quel est notre régime. Alors, dès l'origine, le démos, c'est un concept abstrait. Pourquoi? Parce que le démos, personne ne le voit. Pour ça, il faut juste dire d'un mot, lorsqu'on dit Athènes, de quoi on parle? On parle d'un territoire qui fait à peu près 2500 km², c'est-à-dire la taille d'un département français. Les Bouches-du-Rhône. Vous voyez? Donc vous n'êtes pas du tout dans un petit monde avec 50 personnes sous un arbre, en train de manger des olives, de la feta, un verre d'ouzo, et essayer de trouver la solution pour régler leurs problèmes. Hein. Donc vous êtes dans quelque chose qui est grand. Évidemment, ça va de soi, mais il faut toujours le garder à l'esprit. Il n'y a pas du tout les mêmes moyens de communication, que ce soit... 60 000, jusqu'à 60 000 citoyens. Alors on va jusqu'à 60 000 citoyens, j'allais y venir, donc à peu près 300 000 habitants tout compris. On reviendra évidemment sur la question des femmes, des esclaves dans quelques instants. Donc, dès le départ, vous voyez, jamais les Athéniens, lorsqu'ils ont parlé de démocratie, n'ont envisagé que les 60 000 citoyens allaient tous se réunir pour discuter. Vous voyez, dès le départ, c'est abstrait. Puisque dès le départ, vous allez décider qu'un plus petit nombre que les 60 000 gouverne, et que ce plus petit nombre gouverne, en fait, comme s'il était le démos. Puisque ce n'est jamais le démos. D'accord? Donc, dès le départ, c'est une sorte de tour de force intellectuelle que d'accepter ça. Autre conséquence, c'est que ça veut dire que ce n'est pas nécessairement la majorité qui gouverne en démocratie. Vous voyez? Puisque maintenant, on va compter un peu. Donc, 60 000 citoyens, dans les années 430. On pense qu'au maximum, sauf à de rares occasions, ils étaient autour de 10 000 à être présents physiquement à l'Assemblée. Donc, vous voyez, 10 000, 60 000, vous avez un sixième. Donc, 16, un peu moins de 17% du nombre total du démos qui gouverne, qui vote. Si en plus je rajoute qu'ils ne sont pas tous d'accord quand ils votent, je passe des 10 000, et si j'applique une sorte de majorité, je suis à 5 000. 5 000 par rapport à 60 000. Tout ça, c'est des calculs qu'ils étaient capables de faire. Donc, ce n'est pas juste nous qui arrivons en disant « Et les gars, vous n'avez pas remarqué, il y a un petit problème de proportion. » Bon. Alors après, pour ceux qui ont envie de calculer, je vous laisse faire la proportion entre 577 députés, 68 millions d'habitants, 48 millions d'électeurs. Si on est gentil, on rajoute quelques ministres, premiers ministres, les maires, etc. Vous allez arriver en gros à 2000 personnes que vous allez comparer. Je vous laisse faire le calcul. Vous verrez qu'avec leur moins de 17%, ils tiennent encore le choc par rapport à la proportion à laquelle nous aboutissons si on regarde notre propre structure. D'accord, j'ai été gentil puisque j'ai dit 577 députés, mais j'ai intégré l'opposition. Voilà, bah oui, parce que donc si en plus je les enlève et qu'on se retrouve, j'ai fait le calcul dans les, je me suis amusé. C'est les sénateurs. Les sénateurs aussi, on est à moins de 1%. Hein. Donc en fait, les gens qui votent effectivement sur nos propres vies, voilà. Donc le démos, vous voyez, dès le départ. Alors pourquoi c'est une question très importante et pourquoi ils n'ont pas pu l'ignorer? Parce que chez nous, comme vous le savez, il y a une caractérisation du pouvoir, c'est que le pouvoir prend des décisions qui s'appliquent sur tout le monde, sauf sur ceux qui prennent les décisions. Hein, exemple, je réduis les APL de 5 €. Tous ceux qui votent ne sont pas concernés, personne n'est concerné par les APL, mais donc nous sommes dans un monde dans lequel, vous voyez, la décision prise ne s'applique pas sur vous, mais elle s'applique sur les autres. Réforme du chômage, je pourrais continuer comme ça, puisqu'il y en a tout palanqué. La plupart des grandes réformes qui sont prises ne nous concernent pas. C'est vrai à l'instant T, comme c'est vrai dans le temps. Je choisis de faire fabriquer 16 réacteurs nucléaires EPR, je m'en fous, de toute façon, on verra ça dans 40, 50 ans, 60 ans. Donc les gens concernés sont plutôt les enfants, même ceux à la limite qui ne sont pas encore nés, et qui pourtant vont donc subir, etc. La même chose peut être dite sur une réforme de la retraite. Les gens qui aujourd'hui dans une Assemblée nationale votent la réforme des retraites ne sont pas concernés directement par le problème, puisque ça ne s'applique pas à eux. Bon. Donc, vous voyez que ça c'est un point très important. Pourquoi? Parce que les Athéniens, quand ils votent la guerre, ils partent. Vous voyez, quand ils lèvent la main en disant on vote la guerre, ils votent leur propre départ à la guerre. Donc la question de la légitimité du groupe qui prend la décision, elle est fondamentale, parce que celui qui n'est pas venu à l'Assemblée, il part aussi. Et ce n'est pas que ceux qui ont participé à la décision qui partent.
Donc ça veut dire que non seulement c'est abstrait, mais en même temps, il faut en avoir une forme de connaissance charnelle, suffisamment charnelle pour accepter l'idée que ça vaut le coup d'aller risquer sa vie, partir de chez soi, pour aller faire la guerre pour sa cité. C'est loin d'être évident. Hein, je vous rappelle, en France, un tout seul dit on va en guerre. Hein. C'est comme ça que ça marche en France, on est le seul pays dit démocratique qui procède comme ça. Donc la guerre au Mali, hein, François Hollande a essayé tout seul dans son bureau. Il n'y a pas eu un vote, etc. Donc, et même s'il y avait un vote, ce que je viens de dire ne changerait pas. Vous avez le film de Michael Moore sur la guerre en Irak qui montre ça, où il poursuit les congressistes américains en disant vous avez voté la guerre, mais vos enfants ils partent pas. Donc c'est exactement la même chose. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de tension entre le côté abstrait de l'idée de démos et le côté, disons, réel et concret. Donc comment ils ont résolu ce problème? Ce problème, ils l'ont résolu au fond en se disant que on allait faire comme si c'était le démos qui décidait, mais ce qui se passe en réalité, c'est que c'est le plus grand nombre. Et je dirais le plus grand nombre possible qui prend la décision. Voilà. C'est ça leur idée, qui est rendue par un mot grec, qui s'appelle pléthos, le plus grand nombre. Ce qui leur permet de rendre compte du fait que lorsqu'on prend une décision, il est très rare que tout le monde soit d'accord. Donc c'est toujours le plus grand nombre, mais pas tout le monde. Et il est de même possible que cette décision ne soit pas forcément bonne ou même juste pour tout le monde, mais on essaye de viser le plus grand nombre. Vous compreniez, l'exemple c'est l'augmentation des impôts sur les plus riches. Vous pouvez la voter, effectivement, le plus riche, peut-être qu'il ne va pas dire forcément que c'est très bien pour lui-même de voter les impôts, mais ça peut être bon pour le plus grand nombre. D'accord? Donc il y a cette idée de plus grand nombre, mais le plus grand nombre visant le démos. C'est-à-dire qu'au fond, le plus grand nombre, c'est une sorte de pis-aller. Puisqu'on ne peut pas avoir le démos, alors il faut au moins se préoccuper toujours du plus grand nombre, et que c'est ce plus grand nombre qui va permettre de résoudre ce qui pourrait être une contradiction, à savoir que c'est toujours un petit nombre de gens qui prennent des décisions au nom du démos, qui est donc la totalité. Oui. Alors peut-être en allant vers la notion de Kratos, on peut revenir aussi au gouvernement représentatif, qui est peut-être le véritable régime dans lequel nous sommes, par opposition à la démocratie. Alors là, ça va me permettre de dire un ou deux mots sur les femmes et les esclaves, puisque si je ne le fais pas, vous allez dire, mais ils racontent n'importe quoi, les femmes ne votent pas et il y a de l'esclavage, donc déjà la question démocratique est réglée, de fait. Alors c'est une objection très ancienne, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette objection, en fait, elle est libérale. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Elle est libérale dans le sens où elle a été élaborée à partir du moment où on a considéré que la liberté individuelle était la valeur cardinale des sociétés modernes. C'est-à-dire que la modernité, donc le XIXe siècle, se définissait par la liberté individuelle. Et vous avez un texte fameux qui est celui de Benjamin Constant, donc une conférence prononcée en 1819 qui s'appelle donc de la liberté des anciens et de la liberté des modernes. Et ce texte donc explique que chez les anciens c'est une liberté collective, mais ça c'est fini parce qu'ils sont anciens, et nous sommes modernes, nous devons donc avoir à la place la liberté individuelle. Donc si je considère que la liberté individuelle est le critère à partir duquel je peux mesurer le degré de démocratie d'une société, alors les femmes, les esclaves me permettent de dire qu'Athènes n'est pas une démocratie, puisque il y a les esclaves qui eux sont vraiment hors de toute forme de liberté, et les femmes qui ne votent pas, donc il leur manque un droit, ça va pas. Et donc ça, c'est pour faire vite le programme de seconde. S'il y a des profs d'histoire qui enseignent la spécialité Penser la démocratie, c'est la première partie du programme, vous avez le texte. D'abord il y a Athènes, une démocratie directe et limitée, ça c'est déjà pour vous dire, et ensuite il y a Benjamin Constant, la liberté. Alors, heureusement, par chance, en général, les élèves de première ne sont pas, comment dirais-je, taquins, parce que s'ils étaient taquins, c'est facile à faire. Non, c'est en première, c'est enseignement spécialité. Il suffit de trouver la version numérique du texte de Benjamin Constant, et si vous mettez démocratie, il n'y a pas le mot dedans. Parce que lui, il parle que de liberté. Et pourtant, ce texte est utilisé comme une sorte de fondement de la pensée démocratique moderne, dite libérale. Donc, pourquoi? C'est pas étonnant, puisqu'en fait, la seule question, c'est l'individu. Et évidemment, l'individu, la liberté individuelle, ne me permet pas de penser le gouvernement du démos. Donc ça, c'est le
premier grand changement qui est introduit au XIXe siècle. Alors pourquoi au XIXe siècle? C'est parce qu'ils étaient tous, évidemment, morts de trouille de ce qu'ils avaient vu à partir de 1789, où tout d'un coup, ils avaient vu le peuple faire éruption, enfin quelque chose, qui vient là et qui commence à faire l'histoire. Jusque-là, l'histoire, c'était les rois, qui a couché avec qui, c'était ça l'histoire. Le comte machin m'a offensé, on va faire la guerre, c'était ça l'histoire. Et tout d'un coup, je le dis de manière plaisante, mais c'est un vrai, il faut bien que vous compreniez que quand on l'a jamais vu, c'est un choc. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est-à-dire qu'en 1789, il y a un roi, il guérit les écrouelles, etc., après le sacre, et 3 ans plus tard, il n'y en a plus, presque 4 ans, on coupe la tête. C'est un choc monstrueux, si vous changez de monde, c'est plus du tout le même monde. D'accord? Donc, c'est pas une petite chose. Et pourquoi on change de monde? Non pas parce qu'il y a un grand homme qui est arrivé, un autre prétendant au trône, qui a viré le roi pour le remplacer, type ce qui a essayé de se passer sous la fronde au XVIIe siècle, au moment de Louis XIV. Le seul acteur qui fout dehors le roi, ou qui le met de côté puis avant de voter sa mort, c'est un groupe qui est le peuple, qui est un destin, on va appeler la nation, le peuple, il y a plusieurs mots qui sont inventés, et qui, évidemment, donc, est une première manière, mais pratique, de voir le peuple au pouvoir. Donc, évidemment, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les grands penseurs plutôt aristocrates ne voient pas ça d'un bon œil, même les bourgeois. Ils disent tout ça c'est bien joli, mais nous on n'a pas du tout envie de revoir ça. Donc c'est le moment où on assimile un peu la Révolution française avec la terreur. Et pourquoi la terreur a été mise en œuvre, pense-t-il? C'est parce que les révolutionnaires ont voulu appliquer l'Antiquité à la modernité. C'est-à-dire qu'ils ont voulu copier les anciens, et ça a produit la catastrophe, puisque la société était moderne et que donc elle ne pouvait pas supporter, s'adapter. Donc on a été obligé de basculer dans une forme de violence physique. Donc pour eux, vous voyez, l'Antiquité est un repoussoir ou au mieux représente avant. Et donc on ne peut pas être dans la modernité, c'est-à-dire être dans le monde d'aujourd'hui, le monde nouveau, avec une philosophie ou des principes qui sont anciens et qui ne correspondent pas, etc. Donc ce qu'explique Benjamin Constant, c'est que le critère premier, ce que nous voulons, c'est la liberté individuelle. Alors il explique très clairement pourquoi. La liberté individuelle, c'est la liberté de s'occuper de ses propres affaires. D'ailleurs en français comme en grec, les affaires, ça peut aussi je suis aux affaires. Ça veut dire je fais de la politique, c'est moi qui prends des décisions. Comme ils disent jamais qu'ils ont le pouvoir, ils vont aux responsabilités. Vous avez remarqué ça depuis quelques années. C'est comme les salariés ont disparu, il n'y a plus que des collaborateurs. Les collaborateurs, donc on est tous, c'est une bonne équipe. On s'appelle par le prénom, et on est tous à égalité, c'est pareil, donc on va aux responsabilités, mais on n'exerce pas le pouvoir. Donc c'est une manière assez euphémisante mais intéressante de désigner la difficulté qu'il y a à dire la réalité. La réalité, c'est que en fait, ceux qui ont le pouvoir, on connaît très bien leur nom, ils ne sont pas aux responsabilités, ils ont du pouvoir, et d'ailleurs ils l'exercent sur nous. Donc on est tous et toutes bien placés pour le savoir. Donc, donc il s'agit bien de s'occuper de ses propres affaires. Alors quelle place va avoir la politique? La politique, elle va avoir une place particulière dans une sorte d'idée de division du travail si la plupart des individus ont d'abord et avant tout envie de s'occuper de leurs propres affaires. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il y en a très peu qui ont envie de s'occuper des affaires des autres, c'est-à-dire faire de la politique. D'accord? Donc il va bien falloir en trouver quelques-uns, mais un petit groupe qui vont au fond faire ce travail au nom des autres. Et vous avez là donc le deuxième pilier de la liberté individuelle, qui est la représentation. Il va donc nous falloir des représentants, des gens qui vont agir à notre place, parce que nous n'avons pas envie d'agir, parce que nous n'avons pas envie de faire de la politique. Au passage, je me permets de dire que, comme vous le voyez, le libéralisme économique est directement articulé au libéralisme politique. C'est précisément parce qu'il s'agit de faire ses propres affaires au sens économique du terme qu'il y a un libéralisme dit politique, la liberté individuelle, etc. Et qu'ensuite, tout se passe très bien. On a donc des personnes, alors on va rajouter, pour finir évidemment, parce qu'il ne faudrait pas en plus que le peuple trouve des représentants qui soient populaires. On va rajouter des critères, c'est ce que fait Benjamin Constant, la propriété, avoir de l'argent, être bien élevé, etc. Voilà. La compétence. Et la compétence, qui va faire qu'à la fin du processus, au fond, ce qui va légitimer le représentant à pouvoir représenter, c'est le simple fait d'être élu. Ce n'est pas ses caractéristiques personnelles, etc. C'est parce qu'il est élu qu'il est qu'il est légitime à être représentant. C'est-à-dire que l'élection, en réalité, ne dit rien des compétences, mais elle évacue cette question et, au fond, elle légitime le système. Donc, dans le système... il y a quand même l'idée que les élus
on le voit dans le livre de Bernard Manin, Principe du gouvernement représentatif, il y a quand même l'idée que les élus sont élus par un processus mécanique d'élection, mais aussi ce sont des élus, c'est-à-dire ils sont élus parce qu'ils sont compétents. Et parce que, comme l'explique Bernard Manin, ils ne nous représentent pas au sens où ils nous ressembleraient, mais précisément, ils nous représentent parce que surtout, il ne faut pas qu'ils nous ressemblent et qu'ils aient donc ces caractères aristocratiques qu'il décrit. Et d'ailleurs, Bernard Manin trouve ça très bien. Hein, c'est un auteur contemporain, très français, très lu aux États-Unis, hein, c'est très important. Lui, ça lui va très bien, mais il a au moins la franchise de dire que le gouvernement qui est le nôtre, la manière dont nous gouvernons, n'est pas du tout héritier de la démocratie, mais il est héritier probablement de la République, et enfin d'une certaine conception de la République, et en tout cas, plus directement encore, du gouvernement représentatif théorisé par ces libéraux contre les aspects démocratiques de la Révolution française. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'élection, quand on vote, c'est d'actualité. Vous ne demandez pas le CV au candidat pour savoir combien d'années d'études il ou elle a fait, etc. La plupart du temps, comme vous le savez, la grande compétence que nous évaluons au moment de voter, c'est la capacité à passer sa vie dans un parti politique pour se faire désigner candidat. Hein, c'est quand même, ou éventuellement une connaissance de droit public. Mais il faut vraiment ne jamais avoir croisé des députés pour croire qu'ils sont plus compétents que les autres. Enfin, il suffit juste de parler avec eux pour s'apercevoir qu'à minima, ils sont au moins ou au mieux aussi compétents que nous. Oui, mais ils sont aidés d'experts dans ce cas-là. Oui, mais ils sont... J'entends bien. Mais l'élection ne sert pas à valider une compétence, parce que c'est pas ça qui est en question. C'est-à-dire que, en fait, c'est le fait d'être élu qui vous rend ipso facto compétent, alors même que cette compétence n'est pas vérifiée au moment de la campagne électorale au niveau de... Rappelle-toi ce que je t'avais dit sur Sarkozy, qu'on était nous-mêmes pétris d'idées du gouvernement représentatif, puisque une des choses insupportables d'avoir un élu, le premier élu, qui soit mal élevé, qui dise des gros mots et qui soit inculte, c'était, mais enfin, un élu ne doit pas être comme ça. Donc, voilà, enfin, de toute façon, restons dans notre affaire de Kratos, puisque la question c'est... alors, tout à fait raison sur l'idée qu'il y a une euphémisation du pouvoir. De toute façon, le pouvoir, c'est mal. Hein, donc, dans la Vulgate, le pouvoir, c'est mal. Ça, c'est des grosses confusions sur le pouvoir, qu'on confond avec la domination, etc. Et donc, la responsabilité, c'est bien. Mais, par contre, il n'hésite pas à s'auto-désigner dirigeant. Dirigeant, c'est-à-dire, c'est le contraire de la démocratie. C'est-à-dire, il y a ceux qui dirigent et il y a ceux qui sont dirigés. Alors que le Kratos, c'est un pouvoir sur soi-même. Hein, c'est ça. Alors, pas que, mais disons que, justement, en posant la question du Kratos, hein, vous voyez que, donc, nous, c'est pour ça que je parle de la liberté individuelle, nous avons tendance maintenant à considérer que ce qui permet de mesurer la démocratie, c'est la composition du démos. Pour le dire autrement, plus les libertés ou les droits individuels sont étendus, plus nous serions dans des sociétés démocratiques. C'est comme ça qu'on les mesure. Hein. Donc, ce que ça a pour conséquence, c'est que la question du Kratos est évacuée. C'est-à-dire qu'au fond, on dit, vous avez le droit de vote, mais personne ne se demande sérieusement si ce droit de vote implique un droit effectif de gouverner. Vous voyez? Donc, l'idée ici, c'est que si donner le droit de vote consiste de temps en temps à aller mettre un bout de papier dans une urne et à être gouverné sans jamais avoir l'impression de gouverner, alors nous sommes fondés à nous demander si le droit de vote permet de mesurer le degré démocratique d'une société. Ça ne veut pas dire que sans voter, on serait dans une démocratie. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de voter pour être dans une démocratie. Mais de toute façon, nous le savons tous et toutes, puisque en général, une fois qu'on a voté, quel que soit le résultat, on passe notre temps jusqu'à la prochaine élection à les supplier de faire ce qu'on voudrait bien qu'ils fassent. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que sinon, au moins au début, on pourrait se dire, les premiers jours, ça ressemble à ce qu'on leur a demandé. Bon là, on passe notre temps en disant, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas un tout petit peu faire quelque chose, parce qu'on est devenu modeste hein, avec l'âge. Donc maintenant, on n'en demande plus beaucoup. Mais on dit, bon, l'essence un peu peut-être. Hein. Regardez, on est tous en train d'implorer nos propres représentants de faire quelque chose. Hein, ou de leur demander, sans implorer par des manifestations. Mais on voit bien qu'il y a une sorte de décalage entre ce qui est associé à la démocratie, je vote, et le gouvernement effectif de celles et ceux qui votent. Autrement dit, dans le système actuel qui est le gouvernement représentatif, il y a une dissociation entre le droit de vote et la capacité effective à gouverner. C'est-à-dire que tout se passe comme si l'élargissement du droit de vote s'était accompagné d'un éloignement du gouvernement réel. C'est-à-dire plus je vote, moins je gouverne.
Et vous avez remarqué qu'à chaque fois, que vous vous plaignez, on vous dit, mais il a été élu. Toujours. C'est-à-dire, et à chaque fois, boum, terminé, vous ne pouvez rien faire. Voilà. C'est-à-dire que, donc, le fait de voter, et donc, vous voyez le paradoxe, il ne s'agit évidemment pas de dire que c'est indifférent que le démos ne comporte pas de femmes ou en comporte. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est surtout pas ça. Ce n'est pas parce qu'on donne comme on dit d'ailleurs, on donne le droit de vote aux femmes que ipso facto on se retrouverait en démocratie. La démocratie est quelque chose de bien plus complexe que le droit de vote. Vous voyez ? Donc raison pour laquelle, au fond, cette question du vote ne peut pas être considérée comme centrale pour réfléchir à la démocratie sous peine, au fond, d'oublier la question du gouvernement en se focalisant de manière libérale sur la question du droit individuel à. Vous voyez ? Donc en fait, à l'idée de droit de vote, j'ajoute, ou je vous propose d'ajouter, l'idée de droit effectif à gouverner. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'un droit de vote démocratique, c'est un vote qui vous permet effectivement de gouverner. Voilà. Si le droit de vote ne vous permet pas de gouverner effectivement, c'est-à-dire de contribuer aux affaires collectives et communes, alors il n'y a aucune raison de considérer que ce droit de vote-là est démocratique. Vous voyez ? Mais pourtant, à partir du moment où on a abandonné la finalité du gouvernement démocratique, à savoir que c'est le démos qui se gouverne, alors on peut réduire la question de la démocratie à celle du droit de vote, à l'âge, à tout ce qu'on veut, et ainsi mettre de côté la question du gouvernement. Et donc nous habituer à l'idée, on revient sur l'idée de mots, donc de lexique et de syntaxe, à l'idée que voter suffit à établir le caractère démocratique d'une société. Avec, vous connaissez ça par cœur, les injonctions à aller voter, hein, tout en fabriquant à mort de l'abstention, parce que moins on vote et plus c'est tranquille pour ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change. Hein. Donc vous avez tous les journalistes qui passent des minutes incroyables d'émissions à dire pourquoi l'élection n'intéresse pas les Français, plutôt que de passer les mêmes minutes à se dire pourquoi ça pourrait les intéresser. Ce qui m'a toujours étonné. Vous avez vu déjà pour la présidentielle, là il recommence. On nous annonce déjà 50%, etc., plutôt que de nous expliquer pourquoi ce serait intéressant. Donc vous voyez que même le droit de vote, maintenant, en fait, est menacé, et avec cette idée géniale qu'en plus, on ne vous encourage pas à voter et on vous reproche de ne pas le faire. Raison pour laquelle il faut le défendre et il faut aller voter, mais à condition de comprendre que c'est une condition parmi d'autres de la démocratie, c'est un moment parmi d'autres de la démocratie, et que si c'est absolutisé de cette manière, c'est sa négation. Alors, je voulais effectivement revenir sur ce que tu disais, à savoir que on a beaucoup confondu, et c'est une des grandes forces de ton livre que de montrer, on a beaucoup confondu l'histoire de la démocratie athénienne avec l'histoire de la cité. Polis et démocratia, c'est pas la même chose. La cité, il y a plein de cités possibles, avec des régimes politiques très différents, tu en as parlé, et la démocratia, c'est une cité possible, une cité d'ailleurs qui a existé. Et très souvent, quand on veut faire l'histoire grecque de tout ça, eh bien, on confond avec la cité, et souvent, on raconte cette histoire qu'on a dans la grande école des historiens comme Jean-Pierre Vernant, qui sont extrêmement influents pour nous, les philosophes. Hein. On considère que Jean-Pierre Vernant fait partie de notre communauté de philosophes. Il est d'ailleurs philosophe également, il est historien, il est helléniste, et il nous raconte une histoire, mais on a ça aussi chez Vidal-Naquet, etc., où à chaque fois, on a quelqu'un, on a des gens qui donnent, en fait, qui mettent au milieu de la cité les affaires de la cité, etc. Donc on a toujours cette idée que c'est ce qui est un peu compris dans l'expression la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. On attend toujours que quelqu'un nous donne, hein, le législateur, le nomotel, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, nous donne la démocratie et nous donne la politique. Bon, alors, ce que ce livre montre, c'est que ça marche absolument pas comme ça, mais ça marche dans l'esprit de ce qu'avait montré un des rares philosophes démocratiques de la démocratie, Castoriadis, par une auto-institution. Et cette auto-institution, elle s'est rejouée évidemment à la Révolution française, et elle tente de se rejouer, à notre avis, Christophe et moi, on va être très clair avec vous, elle tente de se rejouer aujourd'hui, dans nombre de pays, avec plus ou moins de succès et beaucoup de défaites, mais on est dans un moment comme ça. Et la question de la démocratie passionne littéralement les gens, parce qu'en fait, on est dans un moment où à la fois on a tout un discours de déploration autour de la démocratie impossible, la démocratie mène au populisme, la démocratie est impossible.
il y a les réseaux sociaux, on va tous échouer, etc., avec toutes les prophéties autoréalisatrices que tu as décrites, c'est-à-dire des énoncés qui contribuent à réaliser ce qu'ils annoncent par le simple fait qu'ils les annoncent. Hein. Quand on vous dit de toute façon l'élection est pliée, ce sera Marine Le Pen et Emmanuel Macron, évidemment ça produit le deuxième tour Emmanuel Macron-Marine Le Pen, donc c'est totalement décourageant, et donc vous vous dites, voilà, c'est pas la peine d'y aller. Donc on a tout ce discours de déploration antidémocratique qui est très 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 puissant, y compris chez les dirigeants qui se disent démocrates, et on a en même temps cette aspiration démocratique qui travaille le corps social en ce moment, et donc c'est pour ça que c'est important de revenir là-dessus, et il serait naïf de croire qu'on va venir nous donner la démocratie ou nous la redonner. En fait, ce sont des processus d'auto-institution. Évidemment, là, à ce moment-là de la soirée, on est un peu inquiet, on se dit comment ça marche, comment on fait ça. Eh bien, très souvent, on répond, et c'est une critique que Christophe Pébart, c'est une réponse que Christophe Pébart critique, on répond, assemblons-nous. Plus on s'assemblera, par le simple fait qu'on s'assemble, c'est une réponse que j'ai beaucoup donnée moi-même d'ailleurs dans mes ouvrages, on y reviendra. Assemblons-nous, mettons-nous nombreux ensemble, conversons, échangeons, débattons, confrontons-nous, faisons cité, et la démocratie surgira. En réalité, là, et on va aller vers des notions nouvelles, c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une technicité de la démocratie, il y a une réflexion sur ses conditions qui est extrêmement fine et que peut-être il faut reprendre. Alors on y reviendra dans la deuxième partie de la soirée quand on parlera des assemblées générales et de tous les problèmes qui sont autour de l'assemblée générale. Mais en gros, la démocratie, c'est pas l'isonomia, c'est pas tout le monde à égalité devant le nomos et devant la loi qui serait transparente au milieu de la cité. Ça, c'est ce qu'on risque de croire quand on lit mal, quand on s'arrête à Fernand Vidal-Naquet, etc. La démocratie, c'est pas seulement l'Iségoria, c'est pas seulement tout le monde prend la parole. La démocratie, c'est pas seulement l'agora, c'est pas seulement on va sur le marché et on parle, et naturellement adviendra la démocratie de cet entre-là, de cet entrechoc, de ce chahut, de cette conversation continue. Et puis la démocratie, c'est pas l'ecclésia, l'assemblée, et il suffit pas d'être sur la PNIX, c'est-à-dire le lieu où se réunissait le plus souvent l'ecclésia, pour que surgisse la démocratie. Donc c'est sur ces énigmes, ces difficultés que j'aimerais que tu nous éclaires en moins de 10 minutes. Oui. Alors, pendant très longtemps, effectivement, on s'est dit que je vous ai donc expliqué tout à l'heure que le mot démocratie en grec avait été inventé bien après la mise en œuvre de quelque chose qui est une démocratie. Et donc, comme on ne trouvait pas le mot dans les documents, on a pensé qu'en fait, ils auraient commencé à utiliser un autre mot grec qui est isonomia, parfois on francise en isonomie, qui veut dire tout simplement l'égalité devant la loi. Et donc la démocratie commencerait par l'idée que la loi est la même pour tous. Voilà. Ce serait ça la loi. Donc vous voyez qu'immédiatement, maintenant vous avez ça en tête, quand on dit ça, la loi est la même pour tous, ça veut dire que je n'ai pas un démos, mais un agrégat d'individus, et que je regarde la loi depuis l'individu. C'est-à-dire, si la loi est la même pour tous, elle est la même pour chacun et chacune. C'est la même chose, donc il n'y a pas de collectif à chaque fois. Vous avez un démos qui est au fond simplement un agrégat d'individus, mais je peux réduire ce démos aux individus. Donc c'est pas un démos. Donc ce n'est pas un démos, parce que, et c'est ça la grande idée, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit le démos est abstrait, on ne peut jamais le voir, puisqu'il n'est jamais là physiquement, on ne le verra jamais. Donc pour pouvoir le penser, il faut envisager un sujet collectif, un acteur collectif si vous préférez, qui au fond ne soit pas un super individu. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire, je vais vous expliquer rapidement comment, et raison pour laquelle la démocratie des Athéniens ne peut pas être l'égalité devant la loi. Ça c'est une définition juridique, et d'ailleurs moderne, contemporaine et libérale. Parce que vous retrouvez les mêmes droits pour tous. C'est-à-dire dans l'idée que chaque personne a les mêmes droits que les autres. Donc à chaque fois, vous revenez à l'individu pour essayer de comprendre quelque chose qui est collectif. C'est-à-dire donc vous n'arrivez pas à penser le collectif. Donc pour eux, leur idée, alors est-ce que c'est vrai ou non, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, on ne le saura jamais, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils ont pensé l'événement. L'événement premier, c'est quand en 510 avant Jésus-Christ, ils commencent à mettre dehors les tyrans. Il y avait un tyran
une famille qui exerçait une tyrannie à Athènes et il les chasse. Voilà. Et ensuite, pendant 2 ans et demi, il va y avoir toute une série d'agitations, puisqu'une fois qu'ils ont foutu dehors le tyran, ils disent qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait. Il y a donc des débats entre eux pour savoir, puisque désormais il n'y a plus de tyran, comment on va décider pour nos affaires communes. Alors, je ne vous raconte pas dans le détail, je le fais dans le livre, mais il arrive un moment où en fait, ceux qui sont partisans d'un gouvernement assez resserré, on va dire, où c'est vraiment un tout petit nombre de gens, les bien-nés, ceux qui viennent des grandes familles, etc., qui gouverneraient, sont réfugiés sur l'Acropole et ils sont assiégés, et c'est le texte d'Hérodote, l'historien, qui nous le dit, ils sont assiégés par tous les Athéniens. C'est-à-dire que pour essayer de rendre compte de ce qu'est la démocratie, Hérodote est obligé de nous expliquer ce qu'il sait être faux, parce que c'est tout simplement pas possible, que tout s'est passé comme si tous les Athéniens s'étaient réunis autour de l'Acropole pour les assiéger, les priver de vivres et d'eau, jusqu'à ce que les autres disent « Ok, vous avez gagné, vous êtes partis ». Pourquoi cette histoire est intéressante? Parce qu'elle permet de dire qu'effectivement, il y a un moment, et c'est le moment inaugural, le démos est là. Il est là, et la démocratie commence quand le démos est acteur de sa propre histoire. C'est-à-dire personne ne lui donne la démocratie. La démocratie commence quand le démos est libre de tout pouvoir. Il se libère lui-même. Et quand donc, le plus souvent, quand il se libère lui-même. Autrement dit, la démocratie, vous le voyez, est un projet révolutionnaire dès le départ, puisque s'affranchir de tout pouvoir suppose une révolution. Ça se suppose de mettre à bas toutes les structures du pouvoir, et les structures de pouvoir sont inscrites dans les structures sociales des sociétés. Donc, le passage à la démocratie suppose un état premier, vous voyez, qu'il n'y ait pas le droit de vote, qu'il n'y ait pas l'élargissement du droit de vote, etc., qui est un moment inaugural au cours duquel le démos, au fond, s'institue lui-même démos. Il dit c'est moi le démos et c'est moi qui ai le pouvoir et personne d'autre. Voilà. Et c'est donc un élément extrêmement important et qui est, donc j'insiste beaucoup là-dessus, de nature révolutionnaire. La révolution, c'est pas forcément se taper dessus, hein, mais c'est de nature révolutionnaire, c'est qu'on ne peut pas envisager une sorte d'approche gradualiste de la démocratie. On donnerait de plus en plus de droits petit à petit. C'est ce qu'on racontait au moment de la colonisation française. On va vous apprendre à lire, et puis dans 50 ans, vous irez à l'université. Dans 150 ans, vous saurez écrire sans faire de faute d'orthographe. Et peut-être dans 300 ans, vous pourrez vous gouverner. Donc on y va petit à petit, progressivement, etc. Donc c'est des choses qu'on connaît bien. C'est-à-dire, mais c'est pas, je le dis de manière plaisante, mais c'est aussi pour qu'on se rappelle que c'est souvent comme ça qu'on pense. D'ailleurs, c'est ce qu'on raconte à nos propres enfants. La colonisation, traiter les colonisés comme des enfants. C'est-à-dire, consiste à dire, vous n'êtes pas capable, il vous manque encore un peu de maturité, etc. Vous remarquerez que c'est le même argumentaire qui est utilisé lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi il ne faut pas organiser de référendum. C'est parce que vous ne répondez pas à la question posée. Parce que vous n'êtes pas de bons élèves, vous n'êtes pas capable de comprendre la question qu'on vous pose, et à chaque fois vous obstinez à mal répondre. Alors on ne va pas vous poser la question, surtout on ne va pas vous demander de répondre, comme ça on n'est pas embêté. Ce qui est l'aveu que personne n'a envie d'entendre la réponse du démos, hein, parce que sinon, que par définition, elle est disqualifiée. Donc c'est un moment extrêmement important. Raison pour laquelle l'égalité devant la loi ne peut pas être considérée comme un acte de naissance de la démocratie, et que donc ce qui va faire la démocratie, c'est un autre droit, mais qui a une dimension collective, même si à l'origine il me semble individuel, c'est ce qu'ils appellent l'iségoria, le droit de prendre la parole à l'Assemblée. Pourquoi c'est un droit collectif? Parce que ce droit vous engage dans la décision. C'est-à-dire, vous avez toujours la possibilité de prendre effectivement la parole. Personne ne peut vous le refuser. Vous pouvez dire tout ce que vous pensez sur le sujet. Donc, si la décision est prise, c'est pas soit parce que ce que vous avez dit n'a pas convaincu les autres, soit parce que vous n'avez pas pris la parole, et au fond, tant pis pour vous, donc c'est que vous acceptez la décision qui est prise. Et donc, vous voyez que ce qui est un droit individuel, le droit de prendre la parole, en fait, est interprété de manière collective, c'est-à-dire c'est ce qui explique pour eux que tout le monde est lié à la décision qui est prise. Et cette décision, on prendra les questions juste après. Et donc, cette décision, vous voyez, et c'est vrai, sera respecté. Donc, le droit de prendre la parole est un droit, vous voyez, c'est très important parce que très souvent, nous le confondons, nous en particulier, avec la liberté d'opinion, le fait de pouvoir, la liberté d'expression, vous voyez, souvent on dit c'est ça la démocratie. Mais pour eux, l'iségoria, c'est parler à l'Assemblée. C'est pas faire une caricature, parler dans la rue, dire ce qu'on veut, etc. C'est la parole politique. C'est-à-dire la capacité effective à ce que votre parole puisse avoir une efficace politique, c'est-à-dire puisse avoir un effet sur la décision prise, immédiat. Pas
dans 3 ans, si, etc. etc. Donc j'insiste bien, c'est très différent. C'est la raison pour laquelle, pour eux, ça vous lie. Est-ce que vous acceptez le fait que chacun peut parler pour vous, mais vous pouvez toujours parler pour vous-même, si vous avez quelque chose à dire. Tout à fait. Alors, il y a un seul aspect sur lequel tu n'as pas trop répondu, c'est sur la question de l'insuffisance de simplement s'assembler. Mais peut-être qu'on va y venir avec une autre notion qui est, puisque bon, ici c'est la SNCF, hein, on ne veut pas être en retard, donc j'essaye d'aller à la question 6, la parésia. À savoir que l'Iségoria ne suffit pas. Il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que tous ceux qui sont sur la PNIX au maximum puissent, ou dans d'autres instances, puissent prendre la parole. Il s'agit que cette prise de parole soit elle-même reliée à ce que les Grecs appellent la parésia. Et là, je crois que c'est vraiment fondamental de le comprendre, parce que c'est ce qui va nous permettre de mieux cerner leur rapport à la perspective, au point de vue, et de déjouer toutes sortes de contresens autour de cela, des contresens qui sont aujourd'hui très brûlants, puisque la notion de point de vue est très prégnante aujourd'hui, et elle a certainement un rôle assez néfaste, notamment dans nos disciplines. Donc voilà. Après, il y a, pour décaper un peu la question de la parésia, on est obligé d'affronter un monstre sacré aujourd'hui qui est Michel Foucault, qui a beaucoup parlé de la parésia. Certains d'entre vous certainement connaissent ses textes, même de loin ou voire de près. Et j'ai envie qu'on s'embourbe pas trop dans Foucault, parce que je préférerais qu'on reste sur Athènes, même si tu veux dire un mot ou deux pour dire ta différence avec son interprétation. Alors, la parésia, effectivement, c'est très important et c'est même fondamental. Et pourtant, même si certains d'entre vous ont entendu parler peut-être d'isonomie et d'iségorie, ou d'iségoria et d'isonomia, il est quasiment sûr, sauf si vous avez lu Foucault, que la parésia vous paraît très éloignée et que c'est pas quelque chose comme ça qu'on pourrait évoquer en disant la démocratie des Grecs, c'est bien sûr la parésia. Vous voyez, c'est pas du tout utilisé par, on en est resté à Démos Kratos, puis terminé. Alors pourquoi la parésia est fondamentale? Parce qu'elle donne son sens à l'iségoria, c'est-à-dire le fait de pouvoir parler. Parce que si je dis juste tout le monde peut parler, vous savez bien comment en français, si je dis tout le monde peut parler, c'est que n'importe qui peut parler. Et n'importe qui, c'est péjoratif. Ça veut dire donc une parole illégitime. Donc la question qui est posée, c'est comment justifier que la parole de n'importe qui est légitime? Et si elle est légitime à quoi? Donc, quand je prends la parole à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il fait? On peut vous dire, ils sont sages, bien élevés, ils s'écoutent, voilà. Ou c'est le concert des Rolling Stones, comme vous préférez, vous avez les deux versions. Mais évidemment, au moins sur le plan de l'imaginaire, il faut inventer, forger une valeur qui permette de répondre aux problèmes posés. Voilà. Il ne suffit pas de parler pour être légitime à parler. Pour comprendre ça, il faut se demander, quand je prends la parole à l'Assemblée, au fond, de quelle légitimité je peux me prévaloir. Et on va voir que cette légitimité, elle n'est pas individuelle, mais une fois encore, vous allez retrouver, elle est collective. Cette légitimité, c'est la suivante. Chaque citoyen à Athènes a le droit de pouvoir prétendre dire vrai sur le monde social, sur la société. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas, enfin on n'attend pas de lui plus exactement, comme dans un micro-trottoir journalistique, hein, que pensez-vous, mais depuis chez vous, hein, si on doit être concret pour les Français, hein, c'est quel est votre problème sur la baguette, etc., on vous demande directement qu'est-ce que vous pensez de l'inflation. Et quel est votre avis pour régler l'inflation. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on vous reconnaît, et que donc, évidemment, la conséquence, c'est qu'on attend de vous cette parole. On n'attend pas que vous veniez expliquer vos difficultés. On attend que vous proposiez un diagnostic et qu'éventuellement vous proposiez des solutions aux problèmes que le collectif pense avoir. Et pas votre situation. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'attente extrêmement forte qui définit la parole politique comme étant une parole qui prétend dire vrai pour tout le monde. Sachant que, au moment du débat, sinon il n'y a pas de débat, il y a plusieurs vérités possibles qui vont être exposées. Et donc, le paradoxe du débat démocratique, c'est que pour qu'il ait lieu, il faut qu'on accepte qu'au même moment, sinon on ne s'écoute pas, hein. C'est-à-dire, sinon c'est le talk show avec 40 personnes qui se hurlent dessus en disant « mais arrête, t'as rien compris », etc. Donc il faut accepter cette idée incroyable. C'est pour ça que c'est réciproque et que ce n'est pas un droit individuel.
que ça suppose un collectif. C'est-à-dire vous attendez, lorsque vous prenez la parole du collectif, qu'ils vous reconnaissent a priori le droit de pouvoir dire vrai, c'est-à-dire comme on ne sait pas comment le démos va décider. Quand vous prenez la parole, c'est peut-être vous qui allez dire la vérité du moment, c'est-à-dire c'est vous qui allez définir la position qui va finalement être adoptée par le démos. Et comme je ne peux pas le savoir avant le débat, je suis obligé de vous écouter comme si c'est vous qui étiez en train de dire la bonne décision. Et ce travail, en quelque sorte, sur soi-même, je dois le faire aussi pour tout le monde. Et évidemment, pour espérer cette écoute, je dois faire l'effort de me détacher de mes propres problèmes pour essayer de monter au niveau du collectif. Donc vous voyez que la parisien, ça permet de comprendre pourquoi la démocratie ne peut pas se réduire à ce que les anglo-saxons appellent le free speech, le fait de pouvoir parler et dire n'importe quoi. Le free speech, c'est n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est la liberté d'expression. Bon, alors, la liberté d'expression, on peut l'avoir dans d'autres domaines. Mais dans l'Assemblée, vous avez l'obligation, morale bien sûr, on est tous des êtres humains, on peut tous être pris par nos propres affects, nos manières de voir le monde, etc., à nous, depuis notre fenêtre, mais il n'en demeure pas moins que nous avons cette obligation, et c'est cette obligation-là qui me vaut l'écoute, qui me permet de réclamer l'écoute des autres. C'est précisément parce que je ne suis pas en train de parler de mes propres affaires, mais je prétends parler des affaires de tous, et je prétends dire vrai à ce sujet. D'accord ? Alors, c'est une notion extrêmement importante. En français, ça je ne l'ai pas écrit dans le livre, parce que je voulais rester sur l'histoire ancienne, mais en français, oui, parce qu'on peut se dire, mais alors parisien, comment on peut le traduire ? Parce que, voilà, démos, peuple, on y arrive, mais bon, comment on peut ? Alors en fait, en français, on a un mot que tout le monde connaît, qui permet exactement de traduire ce qu'est la parisien. Ce mot, je suis sûr que peut-être certains d'entre vous l'ont en tête, c'est la laïcité. La laïcité est bien comprise, et le fait de reconnaître à chacun et chacune, ça aujourd'hui, à chacun et chacune, le droit de pouvoir prétendre dire le vrai pour tout le monde, avec la contrepartie que vous ne pouvez pas imposer cet universel aux autres parce que ce serait votre universel. C'est pour ça que souvent on le réduit à la question de la religion, mais on pourrait dire la même chose pour tout ce qui représente une forme d'absolu, pour ne prendre qu'un autre exemple, les lois de l'économie. Et si vous dites, ah ben non, ça tu ne peux pas le dire parce que ce n'est pas des lois de l'économie, vous voyez que là on n'est plus dans quelque chose qui relève de la parisien, puisqu'on vous l'enlève la parisien, puisqu'on dit tu ne peux pas en parler, ça. C'est pas ton truc, il y a des lois, etc. Donc vous voyez que la parisien, c'est un enjeu extrêmement important parce que vous avez toujours une sorte d'obligation, vous voyez, d'accepter qu'au même moment dans le débat, plusieurs universels, plusieurs vérités vont coexister et cohabiter, et que votre intérêt est bien compris, et que précisément le débat permette cette cohabitation, puisqu'on n'est jamais sûr d'obtenir la vérité, de prendre la bonne décision. Et donc l'intérêt bien compris de tout le monde est que tout le monde puisse prendre la parole, puisque peut-être que c'est la dernière parole qui sera entendue qui correspondra à la vérité. Donc j'espère que ce petit développement vous permet de comprendre la différence fondamentale qu'il y a entre la démocratie athénienne et la nôtre, où précisément, la première chose qui accompagne la citoyenneté, c'est le fait qu'on nous retire précisément le droit de pouvoir prétendre dire vrai pour tous, puisqu'on passe, tout le monde, les hommes politiques et les journalistes passent leur temps à nous expliquer que nous ne comprenons pas le monde et que donc nous ne pouvons pas avoir un diagnostic sur le monde dans lequel nous vivons, et encore moins proposer des solutions, puisqu'elles sont irresponsables, irréalistes, etc. etc. Oui, donc on est là, ce qui veut dire, ça permet de prolonger ce qu'on a dit tout à l'heure, que dans nos sociétés dites démocratiques, la parole politique, au fond, elle est réservée à un tout petit nombre de gens, qui ne sont pas nécessairement des élus, comme ça a été dit par Barbara Stiegler à l'instant, avec les experts, etc. Mais on ne peut certainement pas dire qu'on reconnaît à tous les citoyens et les citoyennes de ce pays une égalité en termes d'accès à la parole politique. C'est-à-dire que le premier principe consiste à précisément nous l'enlever, de mille manières. Et ce qu'on fait au mieux, vous m'entendez ? Et ce qu'on fait dans le meilleur des cas, mais c'est une catastrophe d'un point de vue démocratique, c'est qu'on renvoie chacun à son intérêt privé et on compte la majorité, c'est-à-dire sur telle ou telle question, quelle est la majorité qui se dégage de cette collection d'intérêts privés. Donc c'est exactement l'inverse de ce qui est décrit ici. Et là, vous comprenez donc que cette histoire de deux vérités en même temps, au même moment, deux vérités possibles, ça ne signifie pas que chacun est enfermé dans son point de vue et que le meilleur gagne, par la force, par le nombre.
ce qui serait une forme de relativisme. Donc, au fond, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que la conception démocratique, c'est une conception, en osant le grand mot universaliste, en tout cas l'intérêt général, le collectif, pourquoi pas une conception universaliste, mais c'est l'idée que ce rapport à l'universel se constitue par des processus temporels, se construit en fait. Et c'est très dur pour nous à penser, parce que soit c'est universel, c'est absolu, on l'a déjà, soit c'est construit et donc tout est relatif. Alors, on a été un petit peu configuré comme ça par des grandes oppositions philosophiques qu'il nous faut revoir parce qu'en fait ça ne marche pas. Hein, c'est à peu près ça. Alors je crois que c'est peut-être le moment du même coup pour lire le texte que tu as choisi, extrait d'Antigone, avant d'aller vers la dernière question, parce qu'au fond c'est le sens de ta réinterprétation d'Antigone. Alors effectivement, je vais vous lire un petit extrait d'Antigone, donc c'est la pièce de Sophocle, hein, qui date donc en gros des années 440, et c'était aussi une manière pour moi de vous introduire à ce que pouvait être à la fois le lexique et la syntaxe démocratique, puisque ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que la syntaxe démocratique se trouve dans la tragédie, et je vais essayer de lire d'abord et de vous expliquer pourquoi c'est dans la tragédie qu'on trouve une syntaxe démocratique, et ce qu'elle donc nous apprend éventuellement sur ce que parler démocratiquement implique. Je vous lis un petit, c'est au début, c'est à partir, enfin pas tout à fait au début, disons au premier tiers. Donc c'est Créon, je vous rappelle l'histoire, hein, donc Créon, Antigone, donc Créon c'est le roi de Thèbes, il y a eu une guerre fratricide entre deux frères, Créon a donc choisi un frère contre l'autre, et il interdit, les deux frères se tuent, donc ils sont morts, et un des deux frères, Polynice, donc, qui est aussi le frère d'Antigone, Créon dit il est interdit de l'inhumer, et on va le laisser comme ça dévorer par les oiseaux, etc., etc. Et donc il y a une opposition à ce sujet entre Antigone et Créon, et Antigone va secrètement soudoyer un garde, s'emparer de la dépouille de son frère qu'elle va enterrer nuitamment, et c'est à partir de ce moment-là que l'opposition va se cristalliser entre Antigone et Créon. Alors c'est Créon qui commence à parler, qui s'adresse à Antigone. Toi, dis-moi sans longueur, de façon concise, est-ce que tu connaissais la proclamation qui interdisait cela? Tout le monde comprend, la proclamation, c'est ce qu'a dit Créon, et l'interdit qu'elle impliquait. Comment pouvais-je ne pas la connaître? Elle n'était pas secrète. Et tu as osé passer par-dessus une telle loi? À mon avis, Zeus n'a pas proclamé ça, ni non plus Justice qui habite la demeure des dieux d'en bas. Eux, ils ont défini ce qui dans ce domaine fait loi chez les hommes. Je ne pensais pas que tes proclamations avaient une telle force que l'on pût, étant homme, outrepasser les lois non écrites et infaillibles des dieux. Car ces lois existent de tout temps, non pas d'aujourd'hui, ni d'hier, et personne ne sait où elles ont surgi. Aucune pensée d'homme ne pouvait m'inspirer une peur qui allait m'engager à me faire punir par les dieux pour cela. Je savais bien que je mourrais, bien sûr, et même si tu n'avais pas fait ta proclamation. Mais si je dois mourir avant l'heure, je dis encore que j'y gagne. Comment ne gagne-t-on pas à mourir si l'on vit comme je le fais, accablé de misère? Ainsi, dans mon cas, être frappé par cette mort-là est une souffrance qui ne compte pas. Au contraire, si j'avais accepté que le fils de ma mère étant mort, on laissât le cadavre sans tombe, cela m'aurait fait souffrir. Mais là, je n'ai pas mal. Si maintenant tu trouves que mon action est folle, peut-être est-ce un fou qui fait de moi une folle. Alors Créon répond, sache-le, une pensée trop rigide est la plus exposée à tomber. On peut voir que le fer le plus résistant, celui que le feu a durci par la cuisson, casse le plus souvent et se brise en morceaux. Je sais qu'il suffit d'une courte bride pour maîtriser un cheval fougueux. Il n'y a pas lieu de faire le fier quand on est l'esclave des autres autour de soi. Au moment où elle transgressait les lois promulguées, cette fille savait très bien qu'elle commettait un acte de violence. Et maintenant qu'elle l'a commis, c'est une nouvelle violence que de s'en vanter et de rire de l'avoir fait. À présent, l'homme, ce n'est pas moi, l'homme, c'est elle. Si ce pouvoir est reconnu sans désastre à une fille comme elle, qu'elle soit l'enfant de ma sœur, qu'elle me soit plus liée encore par le sang, que toute la famille protégée par Zeus dans la maison, elle et sa sœur de même sang, n'échapperont pas à la mort la plus cruelle. Car celle-là, je l'accuse également d'avoir une part dans la décision de faire cette tombe. Faites-la venir aussi, je viens de la voir dans la maison, en plein délire, ne se contrôlant pas. Etc. Donc, non. Alors, vous connaissez sûrement, donc, même si vous n'avez pas lu la pièce, je parle de celle de Sophocle, qu'elle est souvent associée à une sorte de conflit entre la loi des hommes et les lois des dieux. Hein, c'est dans la formule qu'utilise Antigone, hein, lorsqu'elle dit « Je ne pensais pas que les proclamations... » Voilà,
outrepasser les lois non écrites et infaillibles des dieux. Hein, donc ça a souvent été utilisé ou comme étant, au fond, l'opposition entre la loi et la morale. Hein, c'est-à-dire, moi j'ai une morale, je dois le faire, et tant pis si la loi l'interdit au nom de la morale, etc. Il y a donc quelque chose de plus grand que la loi. C'est souvent comme ça que ça a été vu. Alors, en réalité, ce n'est pas du tout ce que dit la pièce, et ça, les anciens ont vite compris qu'il y avait un problème dans cette pièce, parce que les deux perdent. Hein, si je vais spoiler, divulgacher la fin, donc Antigone se suicide, Créon perd sa femme, son fils, c'est une catastrophe, et les deux perdent. Et dès l'Antiquité, les gens se sont dit quand même, Sophocle, s'il n'est pas sympa, il aurait pu nous donner la réponse. Hein, est-ce qu'il vaut mieux qui a raison? Est-ce que c'est Antigone qui a raison, ou est-ce que c'est Créon? Et en fait, la bonne réponse, c'est que les deux se trompent. Et pourquoi les deux se trompent? Ben, ils se trompent précisément parce qu'ils prétendent tout seuls dire le vrai sans écouter les autres. Que dit Antigone? Maintenant, je reviens et je vous demande de l'écouter démocratiquement, ce qu'elle dit. C'est-à-dire comme si vous étiez des Athéniens et des Athéniennes en train d'écouter cette pièce et que vous écoutiez donc cette formule. Car ces lois existent de tout temps, non pas d'aujourd'hui, ni d'hier, et personne ne sait où elles ont surgi. C'est-à-dire qu'Antigone, elle fait référence à une loi dont personne ne sait même si c'est une loi, puisqu'elle n'est loi que pour elle, et elle est incapable de dire quand c'est qu'elle a été décidée, ni d'où elle vient, ni qui l'a proposée. Ce n'est donc pour un Athénien pas une loi, puisque une loi, c'est situé. C'est à tel moment l'Assemblée a pris cette décision. Pourquoi c'est important? Parce qu'il est important de savoir quand l'Assemblée a pris la décision, et c'est aussi important de savoir que c'est une Assemblée qui a pris la décision, puisque ça autorise une autre Assemblée à changer la décision prise. C'est-à-dire que ce qui gouverne dans la démocratie athénienne, ce n'est pas la loi, c'est le démos. Et donc le démos doit toujours garder la possibilité de changer la loi. Donc la loi n'a pas du tout le même sens que pour nous. Nous savons bien que d'ailleurs, le pouvoir, en bon platonicien, utilise la loi pour nous restreindre démocratiquement. Vous ne pouvez pas, c'est la loi. Vous ne pouvez pas, c'est un accord international. Je vous rappelle que les traités internationaux, ce sont des lois, puisqu'elles sont ratifiées par les parlements nationaux. Notre Parlement vote les traités internationaux. Le meilleur exemple, bien sûr, tout le monde l'aura en tête, c'est l'Union européenne. Hein, l'Union européenne qui est utilisée comme les traités, comme étant une loi sur laquelle il n'est pas possible de revenir. En plus, c'est génial parce que c'est 27, vous ne pouvez pas tout seul, donc vous avez vraiment la machine de guerre traditionnelle, qui fait que c'est une loi, pourtant décidée par des individus, mais sur laquelle le démos que nous sommes ne peut pas intervenir. Hein, puisque, au fond, c'est une loi, vous voyez, qui ne vient pas du démos. Donc là, on est exactement dans la même situation. Donc ça, c'est l'erreur d'Antigone. C'est qu'au fond, elle ne parle pas politique quand elle dit « c'est ma loi ». Elle dit autre chose. Une fois encore, ça ne veut pas dire qu'elle a tort, hein, mais c'est que ce qu'elle dit n'est pas un argument politique démocratique. Ce n'est pas démocratiquement entendable de dire c'est ma loi. Parce que dans ces cas, vous voyez très bien, c'est là où on revient sur l'idée de laïcité, c'est comme si je dis c'est mon Dieu, c'est ma vérité, etc. Et on voit bien que vous pouvez décider pour vous-même, mais ça ne vous permet pas nécessairement de proclamer une vérité contre une décision collective. Maintenant, Créon. Parce que Créon n'a pas plus raison. Pourquoi il n'a pas plus raison? Parce que Créon croit que la loi dit la vérité. Et ce que montre la pièce, c'est que la loi ne dit pas la vérité. Elle est toujours confrontée à la réalité. Et qu'à tout moment, je peux décider en examinant une situation nouvelle que cette loi ne correspond plus à la situation que j'ai sous les yeux et que donc il faut changer la loi. Et que donc la loi ne peut pas être prise comme quelque chose d'indépassable. Au contraire. Donc vous voyez que là on voit la question de la démocratie. C'est-à-dire que la question de la démocratie, au fond, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite a priori à la décision prise. Alors évidemment, tout de suite, c'est très dangereux. Je veux dire, on peut tout faire. Pourquoi ce n'est pas ça malgré tout? Parce que précisément, ce qui empêche le démos de tout faire, c'est précisément l'Assemblée. C'est qu'on est obligé de délibérer, qu'on est obligé d'écouter la parole des autres, que tout le monde l'écoute, et que c'est justement en écoutant toutes ces paroles que je ne suis pas pris par ma seule parole à moi, mon seul avis. Je suis obligé de faire droit, le temps du débat, à la parole des autres, et qui a priori est aussi vrai que ma propre parole, que mes propres pensées. J'espère que vous mesurez l'écart, tous et toutes. Hein. On a par rapport à ça, tellement à penser à vos discussions le dimanche politique. Si vous parlez politique le dimanche, hein, rarement on dit peut-être que tu vas dire vrai, je vais t'écouter gentiment. Hein, en général, on passe son temps en disant tu comprends rien. Bon, voilà. Et certainement pas à dire je vais écouter, peut-être potentiellement tu es en train de dire vrai. Hein, en général, les rôles sont déjà distribués, donc on se connaît un peu, donc on sait exactement comment ça va se passer.
Mais j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas un problème de tolérance individuelle. C'est un problème collectif. Hein. Ils ne sont pas mieux élevés que nous, les Athéniens. En fait, en garantissant ce droit aux autres, ils se le garantissent à eux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, ce droit est garanti par les autres, et au fond, vous voyez, c'est à la fois un droit individuel, mais c'est le collectif qui le fonde. C'est-à-dire qu'il ne peut exister, ce droit individuel, que s'il est fondé sur le collectif. Et c'est donc bien la preuve que ce qui est premier, c'est le démos. Et je pense qu'on pourrait conclure là-dessus, c'est une élaboration collective de la vérité, et donc processuelle, historique, et donc de ce point de vue, ça n'a strictement aucune forme de ressemblance avec notre mode de gouvernement qui réserve la contemplation de la vérité ou la saisie de la vérité à finalement une minorité d'experts et de dirigeants. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tel que nous la concevons, nous, l'idée de loi, que ce soit une loi au sens juridique du terme ou une loi scientifique, et comme ça on plante déjà des petits jalons par rapport aux discussions que nous aurons dans la deuxième partie, hein, que ce soit une loi donc, juridique, une loi scientifique ou une loi religieuse, hein, toutes ces conceptions entrent en contradiction absolue avec la conception démocratique des Athéniens, pour lesquels cette conception est précisément non démocratique, hein, puisqu'elle interdit par principe un certain nombre de délibérations sur des sujets, puisqu'ils sont déjà traités à l'avance par la loi, qui est au fond une interprétation clé en main de la réalité. Vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, leur idée, c'est que la réalité, c'est deux grandes idées, si vous voulez, c'est que la réalité sociale admet en son sein toujours plusieurs interprétations au même moment. C'est l'esprit de la tragédie. La tragédie, hein, tout à l'heure on a parlé de la syntaxe, c'est une forme d'exercice d'épuisement du langage qui se fracasse sur la réalité. Donc on essaie tous les langages dont on dispose, la religion, enfin les dieux, vous l'avez entendu tout à l'heure, Zeus, etc., le langage du droit, le langage de la psychologie individuelle. Là on n'a pas le temps, mais si vous prenez Sophocle, il y a plein de passages où il parle d'Eros par exemple. Il dit est-ce que finalement Antigone elle n'est pas mue par l'Eros, mais est-ce qu'on n'est pas tous mus par l'Eros? Donc dans ces cas-là elle est innocente, mais dans ces cas-là vous n'avez plus de responsabilité individuelle. Pourtant elle dit pourquoi elle l'a fait. Elle ne dit pas j'ai rien compris, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait, etc. Donc elle a une raison. Donc on ne peut pas évacuer le fait qu'elle ait une raison. Donc l'Eros explique peut-être une partie, elle est peut-être prise par une sorte de passion, mais ça ne peut pas épuiser la question de pourquoi elle l'a fait. De même la loi, on l'a vu. Pourquoi? Parce que finalement, effectivement, c'est pas très bien de ne pas enterrer quelqu'un. Donc même si on l'a décidé, peut-être que dans ce cas-là, bah, cette loi, c'est pas la bonne interprétation. Vous voyez, c'est-à-dire que donc, tous les langages se fracassent sur la réalité, parce que la réalité autorise au même moment plusieurs interprétations, et qu'aucune n'est juste par avance, et que la seule manière de régler ça, c'est la délibération et la décision collective, qui n'a donc pas valeur de loi, mais valeur de ce qu'on pourrait dire en français, une opinion. C'est-à-dire, à un moment donné, on s'est fait, comme on dit en français. Après réflexion, je me suis fait une opinion sur la situation. Eh bien, la décision démocratique, c'est s'être fait une opinion à partir des vérités que nous allons tous et toutes défendre au moment du débat. Parce que nous, on ne défend pas une opinion, on défend une vérité. On dit c'est comme ça, c'est ça qu'il faut faire, etc. Donc nous, ce n'est pas une opinion, c'est vraiment une vérité. Le monde, il est comme ça. Et je pense qu'il est comme ça. Mais pour protéger, au fond, le démos et la démocratie de la loi, il faut se dire que la décision qui est prise n'est qu'une opinion, à l'instant T, qui est donc marquée par sa propre historicité, c'est-à-dire pourquoi elle a été prise à tel moment, etc. Et l'erreur donc de Créon, c'est de ne pas examiner la situation, certes avec la loi, puisqu'il décide avant même d'avoir réfléchi, enquêté, pourquoi Antigone a fait ça, etc. Oui. Et donc, c'est là où vous avez vraiment une philosophie démocratique de la démocratie, puisque vous voyez bien que tout système normatif, au fond, qui serait posé là et qui n'autoriserait pas en permanence sa remise en question, au fond, est une contradiction. Et donc, vous voyez bien qu'au fond, ce qui limite le démos, c'est le démos lui-même. Pourquoi le démos ne fait pas n'importe quoi? Parce que précisément, l'apparésien le limite. C'est-à-dire que je ne peux pas dire n'importe quoi à l'Assemblée, je suis sommé de dire quelque chose qui, au moins, ressemble à l'oreille à de l'intérêt général. Voilà. Et sinon, ce n'est pas une parole politique, donc elle n'a rien à faire à l'Assemblée. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ensuite discuter avec nos auditeurs. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques questions. Je vous demanderai d'être efficace et concis dans les questions, de sorte que nous puissions en prendre plusieurs. À vous. Oui.
Oui, pardon. Oui. Donc c'était pour par rapport au fonctionnement des assemblées athéniennes. Vous avez dit que ça représentait, il y avait à peu près 60 000 personnes qui allaient être concernées par le système démocratique, et vous avez parlé d'assemblées à 10 000 personnes. Comment se faisait cette articulation? Est-ce qu'il y avait des représentants? C'est une question très importante. Je prends plusieurs questions. Je préfère prendre plusieurs questions. Oui, moi j'ai fait récemment l'expérience de création en collectif, où ces choses-là se sont posées, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui s'expriment en leur nom, des gens qui s'expriment pour le collectif. Et il y a aussi la question qui s'est posée très tôt, c'était la question du consensus. C'est-à-dire, en fait, on s'est donné pour consigne de refuser le vote, mais de chercher un consensus. Et c'est des choses que je commence à entendre là, c'est-à-dire que... voilà, est-ce que c'est deux visions cohabitent et il y en a une qui est sélectionnée, ou quelle est la place, comment éventuellement émerge un consensus? Alors, là aussi c'est une très bonne question, et il y a une réponse dans le livre sur la question du consensus, puisque tu prends cette notion, mais je te laisserai développer. Tu prends cette notion et d'ailleurs tu la déconstruis. Oui, je prends la parole s'il vous plaît. En fait, moi je suis très troublé par ce au nom de quoi parle Antigone. Parce qu'en fait... elle me plaît bien, moi, Antigone, parce que les mots qui me viennent, même si elle a tort peut-être de parler comme elle parle, c'est le mot éthique, c'est le mot révolte. Alors il y a aussi quelque chose de troublant dans son discours, le mot qui me vient, et ce n'est pas un mot que je défends forcément, quoique, parce que c'est un mot qui me parle vraiment, c'est le mot transcendance. Donc, or, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très parlant, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui parlent au nom de la transcendance. Et ça peut être... je pense à des gens qui parlent, qui sont des religieux, par exemple. Ou alors même ça peut être d'ailleurs peut-être des néolibéraux qui ont leur propre transcendance. Donc voilà, au nom de quoi parle Antigone? Parce que moi je pense qu'elle parle au nom de quelque chose qui est, pour moi quand même, très remuant et très parlant. Merci. Une autre question? On va prendre deux dernières questions. Je suis désolée, hein, c'est un peu limité. Je voulais revenir et interroger le possible parallèle qu'on peut faire entre la question de dissocier le droit de vote et de la capacité à gouverner. Et je m'interroge sur le fait que cette mode de la participation citoyenne semblerait être une tentative pour revenir vers la démocratie au sens athénien et de recréer de la capacité à gouverner, et évidemment avec toute la part de démagogie qu'il y a derrière. Exactement, oui, tout à fait. On va vous répondre aussi. Enfin, Christophe répond. Il y a encore une personne. Ah oui, pardon. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur l'expérience faite au Chiapas depuis 25 ans, qui est une expérience éminemment démocratique, au sens du pouvoir donné au démos, et où l'exercice des prises de décision se fait à travers des assemblées citoyennes, où il n'est pas question de poser des opinions, mais au contraire de prendre des décisions collectivement, et où la question du consensus est au cœur même des prises de décision, où on nomme ceux qui peuvent représenter le peuple, mais on les nomme momentanément, quelques mois, et c'est un vrai exercice de responsabilité qui est posé. Et voilà, j'aimerais bien vous entendre par rapport à cette question. On en reste là? Ouais. Alors pour des raisons malheureusement liées au temps, on est obligé d'en rester là, donc on va demander à Christophe de... Bon, je vais essayer de répondre brièvement. Alors, on va peut-être commencer, puisque ça a été évoqué 2 fois, la question du consensus. Hein, donc, est-ce que le consensus, au fond, serait la chose visée? Alors, pendant très longtemps, effectivement, on a eu... c'est souvent un primitivisme, le consensus. C'est-à-dire que ça toujours... L'exemple, c'est de l'arbre à palabre, etc. On discute, et finalement... Etc. Bon. Et il y a eu une série d'observations ethnologiques qui semblaient confirmer cette existence. Sauf qu'en général, quand on a regardé d'une autre manière, et en particulier qu'on a pris en compte les rapports sociaux, les hiérarchies sociales, ce qui apparaissait comme un consensus, c'est-à-dire on a réussi à se mettre d'accord, était en réalité la traduction de rapports sociaux tout à fait de pouvoir,
mais qui était caché par le fait qu'à un moment donné, et vous le savez tous et toutes, parce qu'on a tous et toutes fait ce genre d'expérience, qu'on peut parvenir à un consensus simplement parce qu'à un moment donné, vous êtes fatigué ou vous lâchez le bout. Vous dites, j'en peux plus, ouais, c'est bon, on va le faire. Alors on ne peut pas présenter ça comme un consensus de manière positive, qui correspondrait à, après avoir bien discuté chacun, etc., effectivement, nous sommes tous et toutes persuadés que la décision prise, c'est la bonne. Bon. Et pour ça, on peut dire que jamais les Athéniens ne se sont racontés cette histoire. C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais racontés que le consensus est une bonne décision. On a même une autre pièce d'Échille que j'étudie dans le livre qui s'appelle Les Suppliantes, dans lesquelles, précisément, le consensus est une catastrophe. Il vote très vite parce qu'il dit, mais bien sûr, c'est évident, etc. Et la cité est détruite. Donc, je dirais qu'a priori, leur expérience, c'est plutôt de se méfier du consensus. Parce que, si vous voulez, eux trouvent bizarre que autant de gens arrivent à se mettre d'accord comme ça. Donc, vous voyez, ils se disent, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque, comme je vous l'ai dit, ils considèrent que la réalité doit toujours autoriser plusieurs interprétations. C'est l'erreur de Créon et d'Antigone, je vais y venir, que de croire qu'à l'instant T, il y a une seule interprétation et une seule point valide. Donc, c'est la raison pour laquelle le consensus n'est pas leur but. Et que leur but, c'est le plus grand nombre. Voilà, c'est qu'il faut essayer que le plus grand nombre se sente engagé par la décision prise, et donc, en quelque sorte, la vote. Je reviendrai après plus précisément sur la question du CAPA, c'est la question des procédures. Donc maintenant, j'en viens au fonctionnement 10 000, 60 000, etc. Alors ça, c'est donc une question importante, évidemment, sur comment ça fonctionne. Alors, la première règle de fonctionnement, ça peut nous paraître bizarre à nous, hein, c'est que c'est pas du dialogue, c'est chacun dit ce qu'il a à dire et après c'est fini. On a le droit de parler qu'une seule fois à l'Assemblée sur un sujet donné. Ça nous économiserait des débats dans certaines assemblées générales. Donc, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils considèrent que vous arrivez, vous avez bien réfléchi, et donc vous devez savoir ce que vous avez à dire. Et qu'au fond, le débat, on va le mener collectivement en écoutant les différentes positions et pas nécessairement en s'interpellant, en disant j'ai pas compris, je suis pas d'accord. Hein, vous avez une figure d'ailleurs qui vous montre que le dialogue pour eux, je veux dire, ne va pas de soi, c'est le dialogue platonicien où Socrate passe son temps à faire perdre ses moyens à son interlocuteur. Qui commence par dire quelque chose, puis à la fin il dit écoute, j'ai rien compris, tu dois avoir raison. Et il perd totalement ses moyens parce qu'il est toujours poussé à bout. Donc pour un Athénien, vous avez là la mise en forme de quelque chose qui est non démocratique, puisque vous ne pouvez plus dire ce que vous avez à dire, vous êtes au contraire empêché par quelqu'un qui finit par vous imposer sa propre vérité et qui ne vous permet pas d'exprimer la vérité que vous pensez être applicable à la situation donnée. Donc sur les 10 000, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, il est vraisemblable que, en fait, ce n'était pas les 10 000 mêmes, mais qu'il y avait des changements, c'est-à-dire qu'il y avait sans doute quelques milliers qui venaient très très régulièrement, mais bon nombre. Et ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que tout laisse à penser qu'on ne parvient pas à faire de discrimination sociologique, c'est-à-dire les 10 000 ne sont pas les 10 000 plus riches, mieux élevés d'Athènes, et que les 50 000 seraient des répliques de Jojo le gilet jaune. Hein, c'est pas du tout ça. Donc on pense que c'est vraiment réel et que je n'entre pas dans les détails parce que malheureusement leur tour, mais il y a des procédures qui sont mises en place pour encourager la participation. Mais pour eux, comme la question a été posée, la participation, ce n'est pas un timbre-poste qui va vous permettre de décider de 0,5% d'un budget. D'ailleurs, je vous encourage à réfléchir au sens de l'expression démocratie participative. Moi, j'ai toujours dit, mais c'est quoi le contraire de la démocratie participative? C'est la démocratie non participative. Mais qui c'est qui ne participe pas à la démocratie non participative? Valdemos. Donc, vous voyez, c'est une sorte d'aveu, la démocratie participative. C'est-à-dire qu'on avoue que le reste du temps, vous participez à rien, moi non plus, et que, par gentillesse, et on revient à l'idée de on vous le donne. Hein, pour éviter que vous protestiez un peu plus, on vous donne un petit os à ranger qui va être un budget participatif, un petit truc à faire, etc. Mais bien entendu, il est hors de question que vous interveniez sur les questions politiques de fond qui, elles, sont toujours l'apanage des élus, des experts, etc. Donc vous voyez que la participation, en fait, pour eux, ça ne peut pas être ça. Donc c'est quoi la participation pour eux? En gros, c'est avec le tirage au sort. Et le tirage au sort, il n'est pas destiné à désigner des représentants, comme parfois on le pense, nous, pour aujourd'hui. Il est destiné à organiser une rotation. C'est-à-dire que tout le monde doit, ou le plus grand nombre possible de gens, doivent exercer des responsabilités effectives. C'est ce qui permet d'éviter un accaparement du pouvoir. Comment on fait pour éviter quelqu'un à qui on donne une petite responsabilité garde sa responsabilité?
ben, c'est le tirage au sort. Et il y a beaucoup de fonctions, vous pouvez les exercer qu'une seule fois, ou pas d'une année sur l'autre, il faut un écart, etc. Donc vous êtes tiré au sort. J'insiste bien, ce n'est pas pour régler la question du vote des représentants. C'est pour organiser à l'échelle de la cité la participation active au gouvernement. Pourquoi? Parce que vous montez en connaissance du système, comme on pourrait dire aujourd'hui. Puisque imaginez que nous soyons, vous voyez, pour vous donner un exemple, en gros, à Athènes, on avait une chance sur deux d'être élu à l'équivalent de l'Assemblée nationale, enfin désigné par tirage au sort. Une chance sur deux. Ce qui veut dire que dans cette assemblée, vous voyez, où nous discutons, ça voudrait dire que la moitié aurait été député ou sénateur. Vous imaginez le changement que ça impliquerait, nos manières de regarder tout ça, etc. Bon, ça changerait beaucoup de choses, dans les deux sens. Peut-être qu'on se dirait, ben, je pensais ça, puis finalement, c'était pas très réaliste, ou je sais pas quoi, mais inversement, peut-être qu'on dirait, ben, quand ils nous disent que c'est pas possible, moi je vois bien que c'est parfaitement possible. Hein, ça marche dans les deux sens, donc c'est pas, vous voyez, il faut pas l'envisager, mais on voit bien que, au fond, il faut envisager une forme de formation continue des citoyens, mais vous voyez que cette formation continue des citoyens n'est pas que théorique. C'est pas aller au cours du soir, ou etc., ou venir nous écouter, etc. C'est, au fond, le but, c'est d'être toujours dedans. C'est-à-dire d'être toujours, effectivement, en train de gouverner, puisque vous avez des centaines de gens qui sont effectivement en train d'exercer des petites parties de responsabilité collective. C'est en gouvernant qu'on devient gouverneron. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est extrêmement important, hein, parce que, je vous le dis, parce que si vous voulez être athénien avec le tirage au sort, c'est les députés qu'il faut tirer au sort. Et rien de moins. On peut encore aller plus loin, mais rien de moins. Et organiser une rotation. Vous voyez, donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que simplement dire, au lieu de les voter, on va tirer au sort. Parce qu'il y a un autre enjeu et une autre finalité. Donc vous voyez qu'ils ne se sont pas payés de mots, ils ont voulu véritablement permettre une participation effective au gouvernement. Et puis, comme j'essaie de vous le dire, la formation, et je vais en dire un mot sur l'éthique et ensuite la procédure de deux mots aussi, la formation continue des citoyens se passe aussi au théâtre. C'est en allant écouter Antigone que je suis interpellé, que je me dis « Ah ben finalement c'est pas simple, etc. » Raison pour laquelle la tragédie ne conclut pas. Puisque si elle concluait, au fond, ça veut dire que le poète se substituerait au démos. Il nous dirait « Voilà la bonne solution. » Donc, en fait, on peut ou non trouver qu'Antigone dit des choses intéressantes, vraies, ou etc. Mais dans ce cas-là, on n'est ni plus ni moins dans la même situation qu'un citoyen athénien, mais qui lui va, sans doute plus que nous, parce que nous on a déjà une grille de lecture particulière, être bousculé, parce que pour lui, il voit bien qu'on ne peut pas organiser une démocratie sur la base d'Antigone. C'est pas possible d'organiser un collectif si à chaque fois vous dites ton truc, moi je le fais pas, ou etc. Donc ça ne veut pas dire qu'elle a tort. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se contenter de cette affirmation pour convaincre qu'elle a raison. Ce qui est très différent. C'est-à-dire c'est un problème de point de vue. Son point de vue, il est construit à partir d'elle, de sa propre expérience. Elle ne fait pas l'effort de raisonner en termes d'intérêt général. De la même façon, Créon néglige absolument la réalité, ce qu'il a sous les yeux, parce qu'il préfère un discours déjà là, déjà construit, plutôt que de l'adapter, voire de le supprimer, de le changer, par rapport à une situation qui est posée. C'est comme ça, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que l'éthique n'existe pas, ça veut dire qu'elle n'épuise pas le débat politique. Et que quand elle est posée comme le fait Antigone, en fait, elle ne permet pas de penser l'intérêt général. Parce qu'au fond, on est dans un conflit d'intérêts privés. Vous voyez ? C'est-à-dire que, en fait, ce que ça fait apparaître, c'est que la démocratie ne peut pas se résumer à un conflit d'intérêts privés réglé par un vote majoritaire. Vous voyez ? Et c'est pour ça que nous sommes toujours en conflit. C'est parce que nous ne pouvons pas débattre, puisque les partis politiques nous empêchent de débattre, puisqu'ils ont déjà leur corpus dans lequel, ben, voilà mon programme. Donc, au Parlement, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ceux qui sont dans l'opposition, comme son nom l'indique, s'opposent, de manière très rare, disent ben, ça peut être pas mal, etc. Et les autres appliquent leur programme en disant ben, vous nous avez élus pour votre programme. Il y a donc une impossibilité, vous voyez, avec le parlementarisme tel que nous le concevons, d'organiser une délibération démocratique, puisque précisément tout est déjà fait à l'avance. Le durcissement des perspectives devient des fixations identitaires en réalité. Et ça, c'est le contraire, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il est très possible que dans une démocratie, disons, exigeante, il faudrait envisager une suppression des partis politiques, du moins tels qu'ils sont, puisque c'est eux qui sont le principal blocage d'une délibération démocratique, puisque au fond, tout se fait en leur sein, de manière plus ou moins transparente, et ensuite, c'est déjà réglé. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose qui manque, il n'y a pas de démos délibérant. Ce qui m'amène à la dernière chose sur la question du CAPAS, donc je ne suis pas spécialiste de ça, mais je vais juste vous répondre, je sais un peu, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour dire que j'espère vous avoir convaincu, et j'espère que nous vous avons convaincu, dans l'idée que la démocratie ne peut pas se résumer à des procédures. Il n'y a pas la constitution miracle qui nous permettrait d'atteindre la démocratie.
C'est pour ça que je n'aime pas tous ces débats sur le tirage au sort, ou comme si on avait, vous voyez, la baguette magique, disant que, pas de tirons au sort, ça y est, on est en démocratie. J'espère que nous allons faire apparaître l'exigence intellectuelle qu'accompagne la démocratie. Que la démocratie ne peut pas se contenter de bonnes procédures, de la bonne manière de voter, du consensus, etc. Bien sûr, on peut réfléchir à ça. Mais vous voyez, la démocratie, en fait, c'est une exigence permanente, individuelle et collective. C'est parce que je suis exigeant envers moi-même et envers les autres qu'au fond, le démos est constitué, parce que le démos, c'est ce sujet fabriqué qui est le résultat de cette exigence pour soi et pour les autres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et vous voyez que c'est non libéral, selon moi, c'est même anti-libéral, puisque ça suppose de donner une existence au collectif qui ne soit pas simplement la simple addition des individus qui le composent. C'est-à-dire le collectif, même si je ne le vois pas, il existe, et c'est au fond lui qu'on doit toujours avoir en tête pour prendre des décisions pour le plus grand nombre, parce qu'on ne se raconte pas l'histoire que l'intérêt général, c'est l'intérêt de tout le monde. Mais nous finissons par le prendre comme ça, précisément parce que nous avons du mal à penser l'intérêt général, puisque pour nous, tout se ramène toujours à l'individu. Donc l'intérêt général doit être forcément l'intérêt de tout le monde. Non, précisément, l'intérêt général, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement contradictoire avec l'intérêt de tout le monde, c'est autre chose, c'est quelque chose d'une autre nature. Voilà. Et donc, on peut conclure cette première partie en se disant que l'intérêt de faire de l'histoire, en tout cas c'est pour ça que je fais de l'histoire, vous voyez, c'est que ça nous permet de revenir vers notre propre monde en se disant, vous voyez, sans doute on est parti en disant démocratie, c'est les Grecs, démos, kratos, le pouvoir du peuple, pouvoir au peuple, pouvoir par le peuple, etc., avec toutes les ambiguïtés de la formule. Finalement, j'espère qu'on a fait apparaître deux choses. D'abord, c'est pas si simple, c'est autre chose, c'est bien plus complexe, et que nous avons de bonnes raisons de nous demander si nous sommes véritablement en démocratie, au sens athénien du terme. Voilà. Merci.